Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre incrédulité. Moi non plus, les sources partiales ne m'intéressent pas. Quel dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force du mal venue abuser les humains? Non, mais je Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Inspiré d'une histoire vraie. Bon, c'est sûrement pas la première fois que vous entendez cette phrase, maintes fois utilisée au cinéma pour renforcer la suspension d'incrédulité. Elle est aujourd'hui perçue comme une manière de nous survendre certaines histoires. On n'est pas dupe, on sait ce qu'on regarde, on sait que c'est de la fiction. Mais il n'empêche que cette petite phrase, judicieusement positionnée en ouverture d'un film, elle va vous pousser à douter. Qu'y a-t-il finalement de vrai dans cette fiction ? Si comme moi, vous avez voulu en savoir plus sur le couple Warren après la sortie du premier Conjuring en 2013, vous avez dû être assez déçu du peu d'informations qu'on pouvait trouver à leur sujet. Si aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus, accessibles sur Wikipédia notamment, bon alors, on va faire une petite pause, cher public, parce qu'en fait, vous vous dites, mais qui c'est ce type qui présente ? Enfin, c'est Geoffrey Gavalda, le journaliste, j'ai toujours présenté l'émission. Bah oui. Oui, tout à fait. Non, c'est Bah, pas, ça a c'est pas toujours comme ça été que c'est comme ça. passé. Bon, si vous avez Bien suivi sûr. l'effet Mandela, vous savez qu'effectivement, c'est totalement faux. Je suis en train de vous créer un souvenir. Et non, ce n'est pas Vivien qui présente l'émission aujourd'hui exceptionnellement, à son grand regret. Car après avoir écrit les quelques mots que je viens de vous lire, il a été maudit par le couple Warren. Son transfo a pris feu, alors pas le sien chez lui, hein, à l'extérieur, dans la rue. Il n'a Tellement donc drôle. plus de courant et ne peut pas enregistrer l'émission avec nous ce soir. Voilà, au pied levé, je remplace donc notre cher présentateur habituel. Et je vous souhaite de pouvoir suivre quand même, puisque c'est un galop d'essai, autant pour moi que pour mes chers co-présentateurs. Je reprends donc, puisque vous avez compris que nous allions parler de Conjuring. Alors, on parlait de la masse d'informations qui maintenant circule autour des Warren. Eh ben, la première fois qu'on consulte à chaque recherche, la page Wikipédia, elle apparaît particulièrement vide. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour s'y retrouver dans tout ça ? C'est la question qu'on va se poser un peu aujourd'hui. Vous êtes bien sûr Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique, animé pour une fois par Geoffrey Gavalda, pour une émission spéciale sur les dossiers Warren. Accrochez-vous, nous allons plonger dans les mystères qui entourent ce couple médium-démonologue à travers la trilogie Conjuring. Et pour ça, vous pouvez compter sur la présence de vos chroniqueuses et chroniqueurs préférés, une équipe remontée à bloc pour ce voyage au cœur du paranormal et un invité très spécial aujourd'hui, Jérémy Royaux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Salut. Alors, on a effectué quelques petites recherches de notre côté sur ce duo de Cato Tradi. On a bien mis... on avait besoin de la douce lumière de quelqu'un qui a bossé sur le sujet en profondeur. C'est pour ça que Jérémy est là, parce que, vous le savez, qui dit émission spéciale dit invité, et le jour, par son activité de travailleur social dans le secteur de la délinquance juvénile, ce psychothérapeute s'occupe des âmes égarées, mais la nuit, il se transforme en redoutable sceptique, présentant des conférences et traquant les idées fausses pour ses recherches minutieuses. Le président du comité para, mesdames et messieurs. Est-ce que tu confirmes que tout est exact ? Oui, Jérémy. c'est exact. C'est une bien belle présentation, merci. Très bien. Souhaites-tu apporter un complément de par tes activités habituelles ? Non, je pense que c'est assez complet. Je suis effectivement président du comité para et bon, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et que j'ai fait pas mal de conférences sur des thématiques un peu connexes dont on pourra peut-être un peu parler, je pense, à certains moments, qui sont tout ce qui est lié aux maisons hantées, aux fantômes et au paranormal, ce qui sont des thématiques sceptiques assez importantes et sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, effectivement. Voilà, tu as déjà présenté des conférences sur le sujet, je crois. Oui, tout à fait. Ok. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps d'ailleurs au comité para sur les maisons hantées, justement. Avant de nous lancer dans les hostilités, ce soir, nous avons avec nous Adeline. Nous avons... Salut. Salut. Lokai. Salut Lokai. Salut. Nous avons également Troutski, qui en fait a failli ne pas venir, mais qui en fait est venu, puisque du coup, il nous a sauvés de la déchéance de se retrouver avec un de moins, puisque Vivien, lui, n'a pas pu venir. Voilà. Merci Ouais, Trout. ouais.
Avec plaisir, toujours. Et Jérôme qui sera le premier à commencer les chroniques aujourd'hui. Salut à tous. Voilà, alors j'espère que tout le monde est en forme, puisque du coup c'est un sacré gros morceau que nous attaquons. Il y a 3 films pour l'instant dans la trilogie du coup Conjuring, qui devrait devenir une tétralogie sous peu. Donc on va vous prévenir un petit peu de comment est-ce qu'on va travailler tout ça. Dans la première partie, on va parler des films en eux-mêmes en tant qu'objets cinématographiques. Dans la seconde partie de l'émission, par contre, on s'attardera plus sur les véritables affaires dont les films se sont inspirés, puisqu'il y en a quand même au moins 5, même 6 si je ne dis pas de bêtises. Donc, la première fois, on va s'intéresser au fond, à la forme, au contenu, à la façon dont tout ça est présenté. Il y aura forcément un petit peu de contexte autour de la réalité, mais on creusera beaucoup plus dans un second temps, et une seconde émission que vous pourrez écouter lors de la prochaine parution dans un mois, à compter de ce jour au premier mercredi du mois suivant. Alors attention cependant, pas de partie spoil cette fois-ci, on va divulgacher comme jamais. Alors je suis un petit peu déçu de devoir vous lire ce jeu de mots écrit par Vivien, je ne l'assume pas. C'est par rapport à la chanson Divulgacher comme jamais. C'est ça, mais j'avoue que divulgacher comme jamais, ça sonnait bien, donc je l'ai quand même dit, voilà, pour honorer la mémoire de celui qui ne peut être là ce soir. Bon, donc vérifiez que vous avez vu les films avant de venir écouter la chronique. Voilà, vous ouvrez votre esprit, comme ça, vous regardez dans vos souvenirs. Y a-t-il les Conjuring dedans ou pas? Oui, des fois on peut en douter, confère notre émission sur l'effet Mandela. Et si c'est bon, eh ben c'est parti. Enfin, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mastodon, Twitter et TikTok. Et puis cette émission spéciale marque la fin de la saison 2 de Cinétique. Donc n'hésitez pas à partager, liker, puis venez faire vos retours. On vous attend sur notre Discord. Également, faites des dons parce qu'on n'a pas d'argent. Et puis, on vient d'ouvrir une boutique Spreadshirt. Donc, allez acheter des badges comme Vivien, qui est en fait notre seul client pour l'instant. Voilà. Bref, ce préambule étant terminé, passons au cœur de l'émission. Mais avant de nous attaquer au film, il semblait qu'un petit récap historique pouvait être intéressant. C'est donc Jérôme qui va nous parler des représentations de l'exorcisme au cinéma. Jérôme, à toi l'honneur. Alors, je vais parler un peu de l'exorcisme au cinéma. Donc déjà, avant de commencer, il faut déjà mettre une définition sur ce qu'est l'exorcisme. Donc l'exorcisme, c'est une pratique religieuse ou magique, comportant certaines formules et gestes rituels, destinés à chasser le démon d'un endroit qu'il occupe et en particulier d'un corps d'un possédé. Voilà. J'essaie toujours de contextualiser, je pense que c'est assez important. Alors l'exorcisme, pour moi, de ce que je sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai recherché, c'est quand même un thème assez récurrent dans le cinéma d'horreur depuis un certain temps. On peut dire que c'est généralement associé à la religion et à la croyance en l'existence de forces surnaturelles qui peuvent posséder une personne, ou un être vivant, ou un lieu, voire un objet. Le traitement cinématographique de l'exorcisme varie en fonction des cultures, des époques et des croyances. Mais si je vous demande à tous, quel est le film qui vous a le plus marqué sur un exorcisme? C'est lequel, par exemple? L'exorciste. Ouais, l'exorciste, ouais. J'étais trop jeune. J'en connais pas tant que ça en fait. Ouais, donc du coup l'exorciste, voilà. Bah bravo, vous avez gagné. Oui, c'est la réponse à 98%. Ouais, à peu près. Donc c'est le film de William Friedkin en fait. Celui d'Emily Rose, il m'a pas mal marqué aussi. Il paraît qu'il est bien, mais je l'ai pas vu. Mais, bon, le film il est naze, mais l'exorcisme, c'est un truc. Donc comme vous le disiez, l'exorciste, oui, réalisé par William Friedkin, qui est quand même on peut dire un chef-d'œuvre dans le genre, qui raconte l'histoire d'une jeune fille possédée par un démon et de l'exorciste qui tente de la sauver. En fait, ils sont deux dans le film. Donc c'est un classique du cinéma de genre, dans le sens qu'il établit de nombreux codes pour les films d'horreur impliquant des exorcismes. Alors je vais pas trop vous parler de ce film parce que j'ai une anecdote assez personnelle que je vous raconterai à la fin par rapport à ce film. Donc je laisse le suspense jusqu'au bout. Donc depuis, de nombreux films ont exploité ce thème, souvent en combinant l'exorcisme avec d'autres éléments pour créer une tension maximum. Comme tu viens de dire, l'exorcisme d'Emily Rose, par exemple, qui est plus vu comme un film racontant
un procès autour d'un prêtre qui est accusé de négligence après la mort d'une jeune fille qui a subi un exorcisme. Moi, je pense aussi à un autre film, un film coréen, qui s'appelle The Strangers. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça me dit rien. Non. Et en fait, ce film démarre comme une enquête policière assez classique autour d'une série de meurtres. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fin de compte, et des rebondissements, on se dirige petit à petit vers l'exorcisme pratiqué par un chaman. Donc je ne vais pas raconter la suite, je préfère que les gens découvrent le film. Et un autre film aussi que je n'ai malheureusement pas vu, mais que j'espère que je verrai bientôt, c'est Possession. C'est un film franco-allemand d'un réalisateur, j'ai oublié son nom. Il y a Isabelle Adjani qui joue dedans et il y a Sam Neill qui joue dedans aussi. En fait, ça raconte une histoire assez classique d'un couple qui décide de se séparer. Mais le mari soupçonne sa femme de le tromper. Et l'homme avec qui sa femme le trompe dégage, on va dire, une présence un peu inhumaine. Voilà. Mais revenons un petit peu sur la représentation de l'exorcisme au cinéma. Là, c'était des exemples que je voulais vous donner pour aussi vous montrer qu'il y a des films qui peuvent aborder l'exorcisme de façon assez différente. Ouais, il y en a un auquel j'ai pensé, qu'on n'a pas cité, moi, qui m'avait marqué. Mais c'était en fond de footage, c'était Paranormal Activity. Et il y a aussi dans un des opus, il me semble, de la nana qui se fait envoûter, posséder, etc. Non? Pas celui-là, parce qu'effectivement, dans le premier, je crois que c'est que de la conjuration, quoi, aussi. Ouais, mais il y a plusieurs opus, évidemment, et il y en a un où je me rappelle de la femme qui se fait tirer de son lit et de ça aussi, pareil, quoi, comme dans Conjuring. Est-ce qu'il n'y en avait pas un dans Constantine, avec Keanu Reeves? J'arrive pas à me rappeler. Je sais que j'ai vu le film juste parce que Keanu Reeves, c'était après qu'on ait fait les podcasts Matrix. C'est pas le sujet du film, alors que c'est quand même effectivement une des activités principales de John Constantine à la base. Ouais, il fait des exorcismes, lui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ils vont faire un 2. Oh non. Pitié. Je vais encore le regarder que parce que c'est Keanu Reeves et je vais encore me faire chier. Alors Jérôme, je te laisse reprendre. Donc en fait, la représentation est souvent controversée, car elle peut être considérée comme offensante envers certaines religions. On peut y voir aussi des stéréotypes négatifs, mais parfois le cinéma explore des thèmes assez controversés. Cependant, il est important de noter que ces films sont souvent des réflexions sur les angoisses collectives de la société. On peut y déceler une métaphore de la lutte contre le mal et la peur de perdre le contrôle, un reflet des tensions entre la science et la religion, la modernité et la tradition, et la raison et la foi. Malheureusement, les exorcismes ne sont pas limités aux individus qui ont été possédés par une entité. Certaines personnes souffrent aussi de maladies mentales, comme la schizophrénie ou une dépression sévère. Et ces symptômes étant confondus parfois avec un comportement de possédé. Mais ce qui est fascinant, c'est que nous savons que ces situations existent, mais elles sont lointaines de notre quotidien. Ce qui rend les exorcismes vraiment terrifiants, c'est que vous n'avez pas besoin d'être possédé par une entité malveillante pour être éligible. Et pour moi, ces scènes, des fois les scènes les plus réalistes, pour moi, dans ces films, qui abordent certaines réalités, évidemment, selon nos conceptions, restent pour moi les plus impressionnantes. Toutefois, les réalisateurs doivent être conscients de l'impact de leur représentation afin d'éviter les préjugés et les discriminations existantes. Je pense qu'on doit le traiter avec soin et respect. Alors, j'ai réfléchi par rapport à la présentation parce que je ne voulais pas non plus faire une analyse complète parce que ça demande énormément de travail et de recherche. Alors moi, je voulais me mettre un peu à la place de quelqu'un, peut-être parmi nos auditeurs ou parmi des gens qui ont l'honneur d'écouter ce podcast, s'ils avaient envie un jour de devenir réalisateur et de réaliser un film sur un exorcisme. Ça peut être une idée. Et j'ai essayé de trouver des points importants à traiter si un jour on veut faire un film sur l'exorcisme ou un nouveau film sur l'exorcisme. Alors le point important pour moi qu'on doit citer, c'est savoir déjà se documenter sur les pratiques religieuses et les croyances associées à ce sujet. Il est important de comprendre les contextes dans lesquels ils ont lieu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en général, c'est souvent issu d'une histoire vraie ou de plusieurs témoignages, ancrés à notre vie contemporaine. Les faits autour de cas de possession, comme par exemple la tête qui tourne autour des contorsions physiques aussi, ou des contorsions physiques, pardon. On va dire le vomi aussi, parler d'autres langues, l'eau bénite et le crucifix, et puis des pièces ou des lieux assez lugubres, où il fait très froid, on va dire.
Pour moi aussi, la direction d'acteur doit favoriser, bien sûr, la performance et le réalisateur doit être très impliqué dans ce domaine. J'ai parlé tout à l'heure quand je présentais le sujet, éviter les stéréotypes pour représenter l'exorcisme, toujours de façon respectueuse et authentique, parce qu'on peut casser l'effet de la peur, à moins qu'on veut parodier le genre, ça peut se faire aussi. Savoir installer une atmosphère oppressante aussi bien dans la lumière que dans l'obscurité. La caméra cherche des preuves ou nous trompe en cachant cette présence jusqu'au moment où l'on bascule, comme vous le savez bien, dans l'horreur, tandis que le montage prend le temps de nous déboussoler entre la réalité ou le surnaturel. N'hésitez pas à rajouter des effets sonores, des jeux de lumière où le flou peut s'inviter, des angles de caméra inhabituels qui veulent nous faire perdre l'équilibre ou un certain contrôle de nos émotions, favoriser une ambiance sombre et tendue. N'oubliez pas aussi la caméra subjective, une immersion plus intense dans l'histoire, comme par exemple les visages des personnages et notamment le visage possédé. Soyez subtils aussi. Les exorcismes peuvent être très visuels, mais il est important d'utiliser de la suggestion dans le but de créer une atmosphère effrayante, tout en laissant une part d'imagination au spectateur. Pas oublier que le but, c'est aussi de nous faire peur. Les effets spéciaux. Il doit être utilisé pour créer des images choquantes, telles que des vomissements ou des contorsions corporelles ou des marques sur le corps. Bien sûr, on doit aussi garder le côté gore et graphique, mais il est important de les utiliser avec modération pour éviter de tomber dans dans la surenchère. Et en dernier point, je dirais la musique. La musique résonne intelligemment afin d'accompagner les scènes les plus intenses et effrayantes. Donc finalement, l'exorcisme est un sujet fascinant et troublant qui continue à inspirer le 7e art. Ceci, on va dire, est ma présentation de l'exorcisme au cinéma. Merci Jérôme. Est-ce que tu trouves que ça s'applique de façon générale au film des Conjuring? Est-ce qu'il respecte ces quelques règles que tu as dictées? Certaines, oui, je pense. Pas toutes. Et ça varie d'un film sur l'autre? Je pense plus par rapport au deuxième sur certains aspects, plus sur le premier. Après, j'avoue que ça dépend des sujets qu'ils traitent aussi dans les films. Ok. Bon, on aura le temps d'y revenir largement. Toutes. Mais ouais, c'est clair que moi j'ai trouvé dans la réal qu'il y avait des choses quand même vachement différentes entre le premier et le deuxième. J'avais même l'impression que c'était pas le même réalisateur. J'ai appris hier, quand on a discuté, que c'était le troisième film que le réalisateur changeait. Et vraiment, autant le premier sur moi il avait fonctionné et tout, une ambiance plus sombre et tout, autant le deuxième, je sais pas, je trouve plus de couleurs, plus de lumière, les jumpscares marchaient moins. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui étais dans un autre état d'esprit, pourtant je les ai regardés les uns à la suite des autres. Je sais pas, c'était vraiment voilà, sensiblement différent. En tout cas, à moi, ça m'a touché différemment, quoi. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Ça me donne l'occasion de présenter le premier film et de vous dire qu'effectivement, les deux premiers films ont été réalisés par James Wan. Voilà, que vous connaissez peut-être pour d'autres films. Oui. Alors, lesquels, par exemple? Lesquels, par exemple? Saw. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est quand même pas devant un parfait inconnu du monde de l'horreur. Et puis, du coup, il y a ça, parce qu'il y a Saw, mais il y a Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6 et Saw 7. Pardon, il fallait que je la fasse. Voilà. Il y a le premier qu'il a réalisé, il me semble, par contre.
Oui, alors Oui. effectivement, mais c'est un peu comme souvent, il réalise souvent quand c'est des franchises comme ça, il est rare que ce soit le même réalisateur tout du long. Mais on pourra aussi noter, Inside Use, Inside Use, bien sûr. qui est très bon, C'est très bon. et puis, le moins bon Aquaman. Voilà. Ah Je oui, l'ai oui, vu c'est ça, aussi. lui qui avait fait Aquaman aussi. Des Fast and Furious, il avait fait aussi, non? Il a fait un Fast and Furious qui était pas fantastique non plus, je Le dirais. 7, je crois, c'est ça? Bah, moi, c'est éclectique. Possible. Ouais. Ouais, Voilà, c'est comme clair. ça, Il a vous fait savez. Megan aussi, qui est un espèce d'Annabelle, non? C'est vrai. Ça ne me dit J'ai rien du vu tout ça, ça. par contre. Ouais. Mmh. Et puis il a fait Malignan en 2021, qui était Oui. plutôt plus original que les autres films de franchise. Je sais pas si vous Ouais, l'avez que vu. j'ai vu. Ouais. Je dis pas qu'il est très bon, mais en tout cas, il y avait une tentative de faire quelque chose d'un peu plus original, un peu plus créatif. Mmh. Et alors, comme souvent, James Wan, là, il s'inscrit dans une logique qui va devenir celle d'une franchise. Vivien a baptisé ça le Warrenverse, du coup. Et donc, ce premier épisode de Alors, Conjuring attends. de Warren sort en Vivien, il 2000. dit le Warrenverse, mais en fait, Ouais. c'est le Warren Universe. Et c'est comme ça que la Warren appelle la licence autour des Warren. Ah ouais, donc en fait, genre, il a fait genre, il l'avait inventé pas du tout, quoi. Ok, Le noté. Warreniverse. Non, mais puis ça sonnait bien en même temps, je veux dire, c'est vrai que Oui. ça paraissait assez logique avec le nombre de films qu'il y a autour de cet univers-là. Et on citera évidemment, mais on en parlera dans un autre contexte, la série télévisée Amityville, qui se base sur le fait divers qui a rendu célèbre le couple Warren, composé d'Ed et Lorraine Warren. Ce premier film, lui, en particulier, ça s'inspire de l'affaire Perron. Alors, on raconte dans cette histoire comment une famille nombreuse, les Perron, s'installe dans une maison Les hantée. Perronnes. Les Perronnes, ouais, on peut franciser, ça va. Ouais. Ouais, ok. Donc les Perronnes, Les Perronnes. tourmentés nuit et jour. Et le couple Warren est appelé à la rescousse. Ils en doutent pas. Il y a une possession démonique qui est en cours. Et c'est d'ailleurs l'histoire la plus terrifiante qu'ait connue les Warren. Et en fait, on entendra ça à chaque film. On retrouve dans ce film Patrick Wilson dans le rôle de Ed Warren et Vera Farmiga dans le rôle de sa femme Lorraine Warren. Ces acteurs-là seront les deux seuls qui seront constants tout au long de la trilogie, puisqu'ils en sont au centre et que la trilogie s'étale sur près de 20 ou 30 ans, je crois. Non, 20 ans, je pense, puisque du coup, là, ouais, ça doit être à peu près ça. Alors, Jérémy, honneur à toi. Vu que tu as enquêté sur les agissements des Warren, mais sans rentrer dans les détails de réalisme ou de vraisemblance, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier film? Je dirais que c'est un film que j'ai trouvé assez moyen. Il m'a beaucoup moins marqué que Conjuring 2. Voilà, je rejoins assez fort ce qui était dit il y a quelques minutes sur le fait que c'était quelque part moins en couleur, que ça avait un peu moins de personnalité, peut-être un peu moins d'originalité. C'est un film que j'ai trouvé un peu fade en termes de scénario, en termes de dialogue. Voilà, c'est pas mauvais pour autant, et puis il est sauvé un peu par les Warren qui sont un peu le point central de tous les films finalement et un élément important du scénario et qui sont bien portés par des acteurs qui sont vraiment très chouettes. Mais je dirais que si on enlevait ces deux acteurs-là, il resterait pas forcément grand chose de passionnant dans le premier film. Donc tu trouves que les suivants sont plus hauts en couleur, hein, si je te suis. Alors le deuxième, surtout après, après ça redevient un peu autre chose, mais je dirais pour moi le seul bon film de la série, c'est le Conjuring 2, que moi j'ai plutôt bien aimé, et les autres, je trouve que c'est des films plutôt moyens. Le dernier d'ailleurs, il était même moyen, ça serait trop gentil, je pense pour lui, il était plutôt mauvais, je dirais, voilà. Alors je sens que globalement, on va pas forcément tous être d'accord sur lequel on a préféré ou pas, parce que c'est vrai que c'est trois films qui paraissent très différents les uns Ouais, des tout autres. à fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Non. Ouais, alors qu'est-ce que toi tu en as pensé? Parce que clairement, t'as un préféré, quoi. Ah bah, il y en a que un que j'ai... Enfin, plus compliqué que ça. Déjà, un tout petit peu de contexte. Moi, les films d'horreur, c'est pas mon truc. C'était mon truc petite. Je regardais des émissions de Pierre Bellemare, Les Chairs de Poule, surtout celui avec Slappy. Je regardais Shining, voilà, blottie dans les bras de mon papa. Et puis un jour, je suis allée voir l'Exorcisme pour un Halloween. J'avais 13 ans. Et j'ai eu d'autres traumas plus tard. Donc j'ai continué de lire de l'horreur. J'en lis toujours. Là, en ce moment, j'ai lu Frankenstein.
Enfin, j'ai relu Frankenstein, et là, je suis en train de lire une analyse. Mais niveau film, c'est compliqué. Je regarde rarement des films d'horreur. Faut que Geoffrey m'invite à venir voir Us, ou faut qu'il y ait Tom Hiddleston dedans. Donc c'est toujours compliqué de regarder Conjuring, même pour Cinétique. Alors j'ai regardé avec une copine, fenêtre grande ouverte, plein jour de semaine, pas de pleine lune le soir, doudou, chocolat au lait, la totale, pour dédramatiser. Et j'ai eu très très peur. Voilà, ça a marché sur moi, ça a marché sur elle. Donc sur le premier, je peux pas dire honnêtement qu'il est nul, puisque il m'a complètement eu. J'étais terrifiée du début à la fin. Sur le deuxième, je me suis fait grave chier. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais dédramatisé avec ma copine, je sais pas si c'est parce que c'est un peu le même genre de truc, je sais pas. Mais je me suis emmerdée à mourir. Voilà. Heureusement que ma copine était là, parce qu'on pouvait pester sur la façon dont sont représentés les Warren dans le film, et ça on en reparlera dans la partie 2. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des plans magnifiques. Il y a ce plan, je pense, qui a marqué tout le monde, avec l'ombre de la nonne là qui arrive sur le tableau. Et je sais pas vous, mais moi dans le 2, il y a eu beaucoup de moments où j'attendais le screamer. J'étais là, je regardais pas l'écran, je me planquais derrière mon doudou, et rien. Et puis là, tu commences à souffler, et bam! Oh mon Dieu! C'était bien fait. Mais en dehors de ça, je suis mis à mourir. Et puis le troisième, le pire des trois, vraiment, c'était parce qu'il y a le podcast, sinon je me serais pas fait chier, quoi. Ouais. Bon, rentre pas trop dans le détail, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui, moi, t'a fait flipper sur le premier, parce que tu dis que tu l'as trouvé terrifiant. Alors, c'est ce qui a marché. Moi, j'ai une flippette, tu vois. J'ai 2 enfants qui sont fans d'horreur, qui jouent à Poppy, qui jouent à Siren Head, qui jouent à Slenderman, qui jouent à tout ça. Et moi, je suis dans le salon et je prie pour que les images ne viennent pas jusqu'à moi au salon. Donc, je sais pas. Je me sentais très angoissée, en fait. Il y avait une ambiance qui me mettait vraiment mal, quoi. Alors, est-ce que c'est l'ambiance du film? Est-ce que c'est mes traumas dans le passé? Moi, j'étais allée voir Silent Hill et La colline à des yeux, et ça s'était pas bien passé du tout pour moi. Je sais pas. En tout cas, j'étais pas bien du tout pendant tout le film. Même avant que le film commence, j'étais déjà pas bien, tu vois. Donc, voilà. Et cette introduction-là, avec Annabelle, Ouais. est-ce que, du coup, tu t'attendais à quoi en voyant ça? Parce que moi, je trouve que le début, l'intro, je sais pas ce que les autres en pensent, mais était un genre de mini masterclass de tout ce qu'on peut tirer comme ficelle, sans mauvais jeu de mots, avec une poupée au milieu, pour représenter les codes de l'horreur. Et puis en fait, paf, tu passes à toute autre chose derrière. On te dit juste, bon ben voilà, ça c'est l'affaire Annabelle, machin. Et puis on introduit en fait le cabinet des curiosités comme ça, les personnages, etc. Ça glace le sang, rien que d'y penser. Vous allez sûrement croire qu'on est cinglés. On verra bien. S'il vous plaît, du début. Au commencement, c'était subtil. Genre, une main ou une jambe positionnée différemment, ou bien sa tête qui regardait vers le haut plutôt que le bas. Sauf qu'un jour, on l'a retrouvée carrément dans une autre pièce. Elle s'était déplacée par elle-même. Avez-vous pensé qu'une personne avait peut-être une clé de votre appartement et vous jouez simplement un tour? C'est exactement ce qu'on a pensé, mais on n'a jamais remarqué aucun signe ni aucune trace d'intrusion. Et c'est ce qui vous a amené à croire que la poupée était possédée? Ouais. Ça a contribué à te mettre dans l'ambiance, ou au contraire, quand on est sorti de cette mini-histoire, tu t'es demandé, en fait, qu'est-ce que je viens de regarder, ça servait à quoi? Alors déjà, Annabelle me terrorise, faut savoir. J'ai beaucoup mal avec les poupées. Donc ça a bien marché. Tout ce qui est Annabelle, tout ce qui est Slappy, là, Megan, là, ma fille n'arrête pas de me parler de Megan, la poupée qui tue ses parents. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, ouais, déjà, voir Annabelle, moi, j'étais pas bien. Je reconnais très vite le cabinet des curiosités, parce que j'en ai vu je sais pas combien d'images et de vidéos. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis dans le Discord sur le flou d'antiseptique. Vous pouvez visiter en 3D ce fameux cabinet des horreurs, qui est flippant. Flippant. Non, cet endroit, il est flippant quand on sait toutes les histoires qu'il renferme. Non, moi, tout de suite, je suis pas bien, c'est clair. Et Annabelle, les poupées et les clowns, moi, c'est les trucs vraiment faut pas. Hein. Non. Ça, c'est parce que tu sens les esprits émaner des objets. Ah, c'est possible. Hein. Moi, j'étais passée chez Sile Artichaut raconter des histoires qui m'étaient arrivées. J'avais des genres de prémonitions. J'y croyais pas trop. Et
Et aujourd'hui, j'y crois plus du tout, mais ouais. C'est intéressant parce que quand on est mis face en fait à la terreur que ça suscite, on peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y a pas un fond de vérité, non? Ah ça, moi je fais partie de ces sceptiques-là, hein. Moi si tu me dis, «Viens, on prend un sac à dos, on va dans la montagne, on va chercher le Yéti», moi je viens. Ça, ouais. Et cette part, mais je fais aussi partie des gens qui dorment pas avec le pied en dehors de la couette parce qu'on sait jamais, tu vois? Je provoque pas Dieu parce qu'il y a une église en face de moi. Et je raconte pas de conneries, hein. Je suis très, je suis très, Superstitieuse. ah non, mais moi je marche pas sur les cailloux, je pourrais fâcher je sais pas qui. Non, 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 je fais pas ça. Après, pour les objets, moi je peux comprendre, hein. Je suis du genre à ramasser un caillou parce que il m'avait l'air sympa et à le garder avec moi pendant une semaine. Donc, voilà. Faut pas être superstitieux, ça porte malheur, on dit. Ah, ça marche sur Ouais, moi, hein. Trouts, en parlant de cailloux, ce premier Conjuring, c'était le caillou dans ta chaussure ou ça s'est bien passé? Ben, pour moi, je l'ai regardé vraiment au milieu de la nuit, il faisait noir, j'étais tout seul, pas de lumière et de ça, et ouais, les jumpscares, t'as beau savoir qu'ils vont arriver, t'as beau les voir venir, puis sur moi ça a fonctionné, mais tellement, j'ai fait des bonds sur ma chaise, et je te disais, bizarrement, dans le deuxième, il marchait moins bien. Pourtant, le deuxième, niveau scénario, niveau image, est bien meilleur, bien meilleure réalisation, je trouve, quoi. Mais les jumpscares marchaient beaucoup moins bien. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a beaucoup plus de passages dans la journée pendant le deuxième, alors que le premier se passe essentiellement la nuit, il me semble. Enfin, en tout cas, les images sont fort sombres dans le premier, beaucoup plus colorées dans le deuxième, comme je disais. Je sais pas. En tout cas, le premier, ouais, il a fonctionné très bien, à fond. C'est marrant parce que ça pose un peu la question de qu'est-ce que vous attendez de ce type de film? Est-ce que vous attendez qu'il y ait des jumpscares qui soient efficaces sur vous pour penser que le film est de bonne qualité, ou est-ce que c'est c'est pas une chose que vous liez à la qualité du film? Ouais, non, c'est clair, c'est pas lié à la qualité. C'est vrai que c'est clair que ça dépend ce que tu viens chercher, C'est ça? il me semble. Et en général, plus il y a de jumpscares et moins le film est bon. Parce que si Ouais. le film est obligé d'utiliser cet unique procédé pour faire peur aux gens, il y a quand même un souci, je pense. Ouais, c'est je ça. suis d'accord. À quel film, du coup, tu pensais, Jérémy? Non, je disais, ça rejoint l'exemple que le Kai citait tout à l'heure avec Colline à des yeux, parce que ça, c'est typiquement un exemple d'un film qui, au lieu d'avoir un scénario ou quelque chose d'intéressant, en fait, met que des scènes pour choquer les gens et il n'y a rien d'autre dans le film, en fait. Donc, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le même type de film ici avec des films comme Conjuring. Et effectivement, le 2, on voit bien que la volonté de faire très peur, elle n'est pas vraiment là. Il y a des scènes qui ont plus de charme que de. Allez, ça a plus de charme que de côté effrayant, quelque part, par moment, quoi. Puis encore plus dans le... Ouais. Surtout dans le... en fait. Oui, puis les jumpscares, en fait, c'est des effets à très court terme. Donc, ce qui se passe en général dans les films, c'est que les jumpscares sont utilisés à très très court terme. C'est-à-dire qu'il y a l'effet de peur qui arrive et finalement, on voit le monstre. Et à partir du moment où on voit le monstre, le truc s'éteint parce qu'en général, c'est mal fait. Le monstre ne fait pas peur. Et c'est là où ça retombe. Et ce qui est dommage dans le cinéma de James Wan, c'est que il peut avoir des très bons jumpscares, il a des très bons effets de peur, mais souvent, il s'oblige à montrer les bestioles et ça retombe inlassablement. Et c'est dommage parce que je le dirai jamais assez, mais on a toujours plus peur de ce qu'on ne voit pas quand l'imaginaire prend place que quand on a quelque chose sous les yeux. En plus, en général, c'est fait en effets spéciaux et on perd vraiment quelque chose. Pour moi, la meilleure scène des 3 Conjuring, c'est dans le 2, où les 2 filles, dans le cas Enfield, sont dans leur chambre et la plus petite dit à la grande sœur, qui est debout en face d'elle, elle lui dit « Mais tu vois pas derrière toi, il est debout derrière toi. » Et en fait, on a juste le noir derrière la fille. Et moi, c'est la scène la plus glaçante que j'ai vue sur les 3 Conjuring. Et on ne voit absolument rien. Et ça, pour moi, c'est une scène qui est assez magistrale. Alors que tous les autres moments où on va voir des monstres, il y en a plusieurs dans le 2, il y en a aussi dans le 1. Enfin, quand je dis monstre, je parle d'entité démoniaque. Et bien, ça retombe. Alors que
il a fait ça aussi dans Malignant, dans tout le début du film. Il filme le noir et il sait très bien filmer le noir et c'est ça qui est plus flippant que de voir un monstre. Donc, parfois, il y a à boire et à manger dans son cinéma, quoi. On peut avoir tout et son contraire dans le même film et c'est un peu dommage, d'une certaine manière. Pour rebondir, dans un film d'horreur ou une histoire d'horreur ou quoi que ce soit d'horrifique, il n'y a pas forcément de monstre. Tout à l'heure, là, je vous parlais de Frankenstein. L'horreur dans Frankenstein, c'est pas du tout la créature, hein. Je vais spoiler les gens, c'est l'abandon, l'horreur dans cette histoire-là. Après, par rapport aux monstres, moi j'ai quand même 2 contre-exemples, hein. La nonne, elle me faisait déjà très peur, mais quand j'ai vu sa bouche ensanglantée, là, qui m'a rappelé le clown It, j'ai eu encore plus peur Pennywise. d'elle. Ou même It, quoi. C'est l'exemple Si le monstre parfait est bien du fait. monstre. Ouais, du monstre bien fait qui te fait encore plus flipper après, quoi. C'est vraiment, tu ne veux pas le voir dans le film, pourtant tu regardes le film pour le voir. C'est affreux, quoi. Ouais. Écoutez, parti comme on est parti, je vais en profiter si vous êtes d'accord pour présenter quand même les Conjuring 2 et 3 que je n'ai pas introduits. Parce qu'en Est-ce fait, qu'on a entendu ton avis? vous avez... Non, justement. Mais bon, je me rends compte qu'en fait, vouloir séparer les films un par un pour en parler, On y arrive pas. alors qu'ils ont besoin d'être comparés les uns aux autres, ça me paraît indispensable, va être compliqué. Donc, je fais un petit aparté pour présenter Conjuring 2, le Canfield. Ils appellent ça l'Amityville anglais. Cette famille a désespérément besoin de notre aide. Après tout ce que nous avons vu, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous ébranler. Mais ce dossier-là, il me hante encore aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression d'entendre cette voix dans ta tête? C'est plutôt comme si elle venait de derrière moi. Comme si elle se servait de moi. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. C'est une petite fille adorable. Qu'est-ce qui lui arrive? Un esprit malfaisant essaie de la forcer à commettre le péché ultime. C'est-à-dire un meurtre, le suicide, ou bien les deux. Il est sorti en 2016, donc on est à peine 3 ans après le premier. Toujours réalisé par James Wan, le film raconte cette fois-ci les tenants d'une famille anglaise qui habite dans la petite ville d'Enfield, qui est souvent comparée à Amityville et qu'on appelle parfois l'Amityville de la Grande-Bretagne. Et cette fois-ci, le couple Warren est poussé par altruisme, un altruisme sans borne. C'est qui altruisme? C'est un démon? C'est possible, vu l'empressement. Donc ils se rendent à Londres pour apporter leur aide dans une affaire. Et puis Conjuring 3 sortira lui seulement en 2021, il est donc très récent, il est sorti qu'il y a 2 ans. Il s'appelle Sous l'emprise du diable. La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Tout va bien, monsieur? Nom de Dieu. Je crois que j'ai blessé un homme. En 1981, Arnie Johnson plaide non coupable de meurtre. On pense que votre famille a été maudite. Pour ses actes commis sous l'emprise du diable. Je ne me présenterai pas devant un grand jury en disant qu'il était possédé par des démons. Tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était pas Arnie. Le titre anglais est très légèrement différent, je le précise, puisque du coup le sens peut varier un tout petit peu. C'est The Devil Made Me Do It, ce qui ne sous-entend pas tout à fait la même chose pour moi. Mais qui cette fois n'est pas réalisé par James Wan, mais par Michael Chavez, je crois qu'on dit, qui n'avait alors réalisé que La Malédiction de la Dame Blanche en 2019, et qui était déjà un film de l'univers Conjuring. Et alors celui-ci nous raconte comment le personnage d'Arnie Johnson se fait posséder par une force démoniaque après l'exorcisme
de son beau-frère, donc le petit frère de sa fiancée, David Glatzer. Arnie étant accusé de meurtre à la suite de cette possession, les Warren doivent user de tout leur talent pour prouver qu'il était possédé et qu'il n'était donc pas le véritable auteur du meurtre. Cette enquête va les mener dans les milieux satanistes des USA. Et il semble important à Vivien, qui a écrit ce que je suis en train de vous lire, de préciser que c'est l'histoire la plus terrifiante qu'ait connue les Warren. Voilà, vous ne l'aviez pas vu venir. Hein. Oui, encore. C'est ça. Mais on pourrait faire tout un podcast sur les contradictions des Warren. Enfin, de elle surtout. Mais... Oui, et puis enfin, alors il y a beaucoup de choses à dire sur les motivations du couple. Et J'arrive ça après. me paraît, sur la communication dans ta chronique. Hein. Oui. Ouais, alors du coup, je spoil pas, et puis je vais peut-être laisser Adeline enchaîner. Ah, mais direct, on parle pas du 3 et tout ça? Ah, mais si tu veux, mais je sais pas si tu dois parler de quoi précisément. Moi, je voulais peut-être rebondir sur un truc qu'Adeline avait dit juste avant, sur la représentation de la peur et le fait de la laisser dans l'ombre, etc. C'est vrai que la représentation de la peur, elle est différente pour tous, et que ça doit être vachement difficile en fait pour un réalisateur de vouloir personnifier un personnage, un monstre, et qui fasse peur de manière égale à tout le monde. Parce que c'est clair qu'on est quand même chacun le mieux placé pour personnifier le truc, nos propres angoisses en fait, et pour les projeter. Et c'est ça qui est assez pratique dans le fait de placer ce danger dans l'ombre. Et c'est un truc qui a été vachement repris dans plein de films. Et je pensais aussi particulièrement à un film comme Predator de McTiernan, qui met le monstre en plein milieu de l'écran, en plein jour. Mais comme il est invisible, il est là, on le voit pas, et il fait hyper peur, quoi. Et ça marche à fond. Et voilà, c'est à peu près ce que je veux dire. Mais ça me fait penser aussi que... Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est dur pour des adultes, parce qu'on a tous développé peut-être des peurs différentes, mais les enfants, peut-être, ont des peurs plus communes, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent dans les films, on prend des peurs d'enfants. On a cité Slenderman, L'homme le désossé, les clowns, les poupées. Tous ces monstres-là sont issus des peurs des enfants. Parce que c'est hérité des contes, des histoires et tout ça. Les loups-garous, les vampires. Les vampires, etc. Le noir. Être dans le noir Le aussi, noir. ça suffit des fois aussi. Le noir, oui, clairement. Et les clowns. Minuit, Voilà. 3 heures. Et les clowns. Pas d'eau après minuit, tout ce genre de Et trucs. puis aussi, par rapport au fait de pas montrer, ça me fait penser qu'un de mes films préférés, c'est The Haunted, qui est un film de maison hantée. dont je ne sais plus le réalisateur de je ne sais plus quelle année, parce que je pense à ça maintenant. Et on voit rien absolument, on est dans les pensées du personnage principal. Et ce film est prodigieux. Vous connaissez pas? Pas vu. De nom. Mais on disait ça déjà du film Le Village, quand on a fait le podcast sur Le Village, quoi, que on voit rien, il se passe rien, mais on a peur quand même. Mais c'est vrai que l'ambiance est différente sur Le Village, parce qu'il y a quand même une vibe fantastique. J'en ai vu quelques-uns des films comme ça qui jouent sur l'étrange, sur le bizarre, et moins sur des ressorts de peur. En tout cas, pas de la même façon, parce que là, effectivement, le but du film, c'est de faire peur. Et moi, j'ai l'impression qu'il essaie de jouer sur un peu trop de tableaux à la fois, parce que c'est son objectif principal, très clairement. C'est le genre de film que vous allez voir à 22h30 dans une salle de cinéma qui est pleine à craquer d'ados et d'adolescents qui vont faire un bruit pas possible pour se donner une contenance et se rassurer les uns les autres, et qui vont tous crier en même temps au premier jumpscare. Je sais pas si vous voyez exactement l'ambiance dont je parle, mais voilà, mais j'ai vu Paranormal Activity dans ces conditions-là. Bon, ben la prochaine fois, je me suis dit que j'y retournerai pas à 22h30. Hein. Voilà, c'est mon côté vieux réac. Et tout à l'heure, je voulais parler du. Attends, du coup, juste des pour motivations préciser, des Warren. le film dont je parlais, c'est bien The Haunting de Robert Wise de 1963. Voilà, si vous voulez voir un bon 63. film. Ah, ok. Ah bah, je note.
Aucun rapport avec The Haunting of Hill House ou Si, autre. c'est une adaptation du roman. Ouais, d'accord. Ah, marrant. Ok. La première au cinéma. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu celle avec Catherine Zeta-Jones, puis ensuite la série qui est sortie il y Ah a, oui, il y a non, pas la très série, longtemps. ça me dit quelque chose. D'accord, ok. Donc effectivement. Ah mais attends, je me demande si je l'ai pas vu en fait. Si. Attends, C'est des gens qui sont les invités par un psy il y a pour une nuit ou quelques nuits dans un grand château. Et ils vont vivre des expériences. Ouais, il y a un sceptique de caution, il y a plusieurs Mhm. fantômes, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Mais On ne sait pas en fait. Ouais. Dans le film original, on ne sait pas. ça me On dit quelque pense chose. qu'il y a l'esprit de l'ancien maître de maison et qu'aurait brûlé des enfants, je sais pas quoi. Hmm. Il est même possible qu'en fait je l'ai dans un coffret DVD, juste à côté de moi. Mais je il est trop loin pour que je vérifie. Re-regarde-le. Très bien, noté. Bon, et ces motivations du couple Warren, là, vous en avez pensé quoi? Parce que j'enquille direct sur le 3, mais moi j'étais un petit peu choqué par ce que ça renvoyait comme message de vouloir mettre la possession comme cause du meurtre et comme déresponsabilisation. Parce que il n'y a pas un seul instant où est remise en cause, contrairement au deuxième film, où toute la question de la véracité de la chose se pose. Là, personne n'assiste à la scène à part la fiancée du gars. Et de suite, ils sont persuadés que c'est la possession et que le seul moyen de le sauver, c'est de prouver qu'il était possédé. Et puis ça va s'avérer vrai, bien entendu, on s'en doute. Mais vous n'avez pas trouvé ça bizarre par rapport aux deux? Ouais, moi j'ai trouvé ça assez Facile. pauvre en fait. Ça m'a donné vraiment l'impression que ils avaient plus de scénarios intéressants à raconter. Et donc ils ont confié ça à un type un peu, un réalisateur de seconde zone qui s'est dit, bon, je vais essayer de trouver quelque chose quand même. Il a trouvé un scénario qui tenait en 5 lignes et puis il a essayé d'un peu broder autour le peu qu'il a pu. Mais finalement, si on résume le contenu du film en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme réflexion, qu'est-ce qu'il y a comme contenu, bah, c'est vraiment, il y a pas grand-chose en fait. C'est vraiment très très pauvre et bah, l'histoire d'origine n'est pas particulièrement riche non plus. En fait, mais voilà, moi ça m'a donné cette impression-là, quoi, que c'est vraiment un peu le raclage de fond de tiroir du scénario pour trouver quelque chose, pour faire vivre un peu la franchise, alors qu'ils avaient déjà exploité tous les gros dossiers, entre guillemets. Ça me fait dire, moi, comme à toi, que je trouve que ce troisième a un scénario qui est inexistant, qui ne fait que décevoir. En fait, alors il y a des petits trucs qui, par moments, ont paru intéressants, puis qui, en fait, pouf, déçoivent. Et le 2, en comparaison, effectivement, est pour moi, comme pour toi, mais je crois que c'est pas l'avis de tout le monde, le meilleur. Du point de vue de la réalisation, je l'ai trouvé incroyable. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui me sont restés en tête, qui sont magnifiques. Donc c'est déjà bizarre de garder cette impression d'un film comme quoi en fait il était beau alors qu'il est censé faire peur finalement, mais ça marche. Bah, Ouais, le pour beau, qu'il reste le un beau peu. peut faire peur, hein. Le beau peut faire peur. Ouais, c'est bien dit. Ouais, ouais. Puis ouais, il y a comme un plot twist, on va pas se mentir. J'ai des jeux vidéo qui me viennent en tête, là, quand vous dites ça, genre Subnautica. Beau mais flippant. Ouais. BioShock. Hollow Knight, BioShock, évidemment. Ouais. Moi, j'ai pas fait BioShock, mais je suis restée à côté d'une personne qui jouait BioShock juste parce que je trouvais les décors art déco magnifiques. Donc, c'est pour dire. Les Resident Evil ou Silent Hill aussi, qui sont incroyables, quoi. Je les ai pas fait, hein, j'ai regardé des vidéos. Je flippe trop. Jérôme, t'as préféré lequel des trois? Bah, en fait, c'est 1, 2, 3 pour moi. C'est 1 d'abord, 2 ensuite, 3 Oui. poubelle. Alors moi, j'avoue que je suis pas le bon spectateur de films d'horreur parce que déjà j'ai aucune attente. J'avais aucune attente envers ces films. Mais j'étais assez curieux de découvrir James Wan déjà parce qu'il avait quand même une réputation de réalisateur plutôt doué dans le domaine de l'horreur. Après, en tant que réalisateur, je trouve c'est un bon réalisateur. Mais ces 2 films, pour moi, montrent la limite de son cinéma, en fait, quelque part.
C'est vrai que j'ai pas vu tous ces films d'horreur. Il y a les 2 Insidieux, je crois, il y a Saw. Le dernier aussi, je crois que ça reste aussi de l'horreur, Malignante. Et il y en a un autre aussi, Dead Silence, que j'ai Dead pas vu. Silence. Mmh. Et parce que je trouve qu'il maîtrise bien quand même, dans sa mise en scène, dans sa façon de présenter les plans, une certaine ambiance. Des moments où il se passe rien, où, comme tu l'as très bien dit Adeline, la scène où la fille et sa sœur, les 2 sœurs voient, il y a rien. Moi, je trouve c'est vrai qu'elle est plus c'est réaliste, plus j'ai peur. En fin de compte, plus je suis pris dedans. Mais par rapport au 2, moi, je trouve que le 2, le 2, j'ai un rapport particulier parce que moi, je suis un ancien tenant de tous ces, toute cette période où il y avait des sites internet, des blogs où ils parlaient du cas, alors c'est quoi le cas dans le 2 film? J'ai oublié le nom. Ah merde, comment ça s'appelle? Enfield? Voilà, le cas Enfield, Enfield, où ouais. où j'avais vu beaucoup les photos passer sur des sites, même des vidéos sur YouTube et ça m'avait beaucoup intrigué et intéressé et je trouve que dans le 2, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il reste spectaculaire, en fait, le 2. Si on va jusqu'au parce que au début, c'est bien, ils prennent le temps de présenter, les personnages, la famille. Tout d'un coup, les Warren arrivent, avec aussi les enquêteurs, parce qu'il y a pas qu'eux qui viennent enquêter et tout d'un coup, quand il y a désolé, je vais spoiler. Quand il y a la supercherie plus ou moins filmée, par un des enquêteurs, tout bascule. Là, pour moi, c'était intéressant, le film. Là, il aurait peut-être pu, tenter autre chose, dans sa mise en scène, peut-être et malheureusement, après, l'histoire de la bande, là, je sais pas si vous vous souvenez, qui tombe par terre et ça fait une sorte de croix. Après, ils écoutent la bande à 2 et tout d'un coup, il faut revenir, dans la famille et là, ça devient, Ah oui. hyper spectaculaire. Bien sûr, Mmh. au niveau de la mise en scène, j'ai pas grand-chose à dire. Les effets sont là, jusqu'au plan avec, l'arbre qui est coupé en 2 avant la chute, avant qu'elle chute et qu'il la rattrape. C'est vrai que Ed Warren, c'est pour moi, je le voyais comme un super-héros. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est un peu ça, ouais. Par rapport au 3 Oui. moi, ce qui m'a énormément, déçu, le 3, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où ils viennent discuter avec la juge, je crois, ou l'avocat, pour, plus ou moins, demander est-ce que le de plaider coupable au nom du diable, est-ce que c'est valide ou pas? Et Oui. Ça désamorce totalement le film pour moi. Et du coup, ça reste un film plutôt bien il y a quand même il y a un peu plus d'action parce que quand même, la scène finale, je pense, moi, c'est peut-être ça qui m'a plus intéressé dans le 3, avec la scène de l'exorcisme dans la prison, jusqu'à ce qu'ils arrivent aussi dans la demeure de l'ancien prêtre, en fait, qui était plus ou moins le père de l'esprit, ou le démon qui attaquait, je sais plus quoi. Vous voyez, j'ai même oublié. C'est pas très La c'est pas sorcière. si j'ai oublié. La sorcière, ouais. Et je trouve ça dommage. Mais dans le 2, moi, j'ai beaucoup aimé, mais ce que je regrette aussi dans le 1 et le 2, surtout dans le premier, moi, c'est les 2 personnages peut-être les plus intéressants de ces films qui sont pas assez développés. C'est la fille des Warren qui est quand même mise de Ouais. côté et on ne sait pas Elle trop. elle intervient dans d'autres films D'accord, du OK. Warren Universe. Ah je savais pas, tu vois, je viens de l'apprendre et puis la petite fille aussi, c'est dans le premier avec l'histoire de la musique où elle parle à l'esprit et je trouve que des fois, il y a peut-être trop de pistes il va trop loin ou il développe pas assez ou il présente, Ouais. désamorce et c'est ce que je trouve dommage. Voilà, c'est à peu près l'avis que j'ai. Puis Ouais. pour certaines scènes marquantes, oui, bien sûr qu'il y en a. Dans le premier, la scène, Mais dans ce que tu dis, c'est une volonté derrière aussi d'amorcer effectivement et de pas finir. C'est un peu comme les films de super-héros, effectivement. C'est d'amorcer sur les autres films de la licence. Ouais. S'ils commencent le premier par Annabelle, c'est pas pour rien. Si, tu vois, tel objet, dans le musée, qui arrive à un moment, c'est parce que ça va renvoyer à autre c'est en toile d'araignée un petit peu Ouais, c'est ça. et c'est totalement réfléchi. Bah, je sais pas si c'est réfléchi par James Wan, mais je pense que c'est réfléchi par la production. Mmh. Ça, c'est sûr. Puisque ça chaîne toujours vers un autre film, de l'univers, en fait. Oui, c'est sûr. Bah, moi aussi, j'ai préféré le 2.
sur les 3. J'avais vu le premier il y a très longtemps et en fait, il était totalement sorti de ma mémoire. Parce qu'en fait, des films d'horreur, j'en vois plein. En fait, paradoxe, c'est que j'adore les films d'horreur, mais je déteste les jumpscares. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, j'ai revu le 1 pour le podcast. Et en fait, je pensais qu'il était mieux que ça. Le 2 m'a plus plu au niveau scénaristique et au niveau de la manière de filmer, du montage. Je trouve qu'il est plus réussi. Et le 3, bon, je me suis endormie devant, en fait, carrément. Je l'ai trouvé... j'ai bien aimé le début parce que ça commence un peu comme les autres et puis ça retombe à partir du moment où on part sur la théorie de la sorcière. Moi, ça m'a perdu. Pour moi, c'était too much. Et sinon, il y a quand même le côté où le film, il se pose pas la question une seule seconde. Je parle du film, je parle pas des gens dans le film, de si c'est vrai qu'il y a des fantômes, si c'est vrai les cas Warren ou pas. Il te dit même dès le départ, Ah bah non. il te joue sur le oui, c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie, et effectivement, pour le film, il se pose pas la question une seule fois. Les monstres, ça existe, les fantômes, ça existe. Il y a pas de. Oui. Et pour moi, dans le 2, si on voit cette scène avec la gamine qui brode, en fait, qui triche, c'est juste pour faire un effet de montagne russe pour le spectateur. Pour moi, ça n'a pas d'autre fin. C'est-à-dire, oh non, c'est pas vrai, en fait, c'était faux. Ah, mais bien sûr que Ouais. non, c'est vrai. Pour moi, ça a juste ce but-là. C'est un effet de surprise. C'est pas pour questionner la véracité. à Non, mon c'est clair, sens. c'est pas des films qui te font poser beaucoup de questions. Ma fille ne ment pas, madame. J'ai vu des choses. On l'a filmé en train de mettre en scène un incident. Non, c'est impossible. Avez-vous vu la cuisine? Comment une enfant de 12 ans aurait pu projeter la table? C'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Pour l'amour de votre fille, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Elle n'aurait jamais pu agir seule. Comment osez-vous? Vous croyez que je l'ai poussée à faire ça? Vous oubliez les policiers? Ils ont menti aussi. J'arrive pas à le croire. Vous en pensez quoi, vous deux? Dites-moi que vous nous croyez. On vous aiderait bien. Mais si l'Église jetait un œil à cette vidéo, on perdrait toute crédibilité. L'Église est trop prudente pour s'associer à une affaire ressemblant de près ou de loin à une arnaque. J'aimerais que vous partiez, s'il vous plaît. Tous, allez, partez. Foutez tous le camp. Dehors. Alors, Pas tout en à fait, fait. c'est pas tout à fait. Enfin, il y a, je sais pas si vous avez regardé les vidéos qu'il y a disponibles sur YouTube, notamment celle de Culture. Mais dans ce qui se serait vraiment passé, la petite aurait effectivement triché de plusieurs manières. Notamment quand tu la vois comme ça passer ses doigts sur sa bouche, elle parle un petit peu, elle rigole avec sa sœur. Il y a des soupçons de ventriloquie. Ces deux petites filles-là aussi, les enregistrements se passent pas du tout comme dans le film. On arrive à enregistrer que quand elles sont seules dans leur chambre. Donc on enregistre... Voilà, donc et cette histoire-là, comme finalement beaucoup des enquêtes Warren, elle répond aux critères de ce qu'on appelle la petite... mince. Jérémy, comment que ça s'appelle? La petite fille... Ah, Je sais pas ce que tu veux dire. il y a dans beaucoup d'histoires de possession... Oui, mais là, tu de parles dans la réalité. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... On voit pas du tout Non, mais ce ce que je veux dire, côté-là c'est- dans le film. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait peut-être le parallèle tout simplement avec l'histoire réelle. Oui, alors, bien sûr, mais pour moi, c'est un support. Ah, c'est ça C'est-à-dire que tu veux dire. qu'il sert vite fait de ça, D'accord. mais il ne l'embranche pas du tout pour questionner la véracité de l'histoire. Ah oui, C'est Mais non, juste mais pour ils faire ont un été effet de obligés de surprise. l'intégrer pour moi. Si, moi je pense Ah qu'au oui, non, mais je suis contraire, d'accord. en fait, ils ne pouvaient pas passer à côté pour cette histoire-là du debunk existant et qu'il fallait trouver un moyen d'intégrer le debunk Un dans moyen de l'histoire. débunker le debunk, ouais, c'est ça. Exactement, pour Ouais. justifier le retour des Warren et qui se passent les événements fantastiques qui se passent après, qui, soit dit en passant, s'ils s'étaient produits,
enfin, je veux dire, si quoi que ce soit qui était dans les films s'était produit à un moment donné avec le minimum de preuves, enfin, je veux dire, genre un millième des preuves qu'ils fournissent dans les films aurait largement suffi à prouver l'existence de l'enfer et je sais pas quoi d'autre. Mais bon. Bah, ils étaient un peu obligés de mettre cet élément-là dans le film parce que c'est un des Ouais. éléments centraux des contre-arguments en fait contre toute l'affaire Enfield. Donc je pense que c'était un peu dur pour eux de ne pas mettre ça quelque part à un moment. Et donc ils l'ont fait d'une manière qui ne les dérange pas dans leur film, effectivement, sans, comme tu dis Adeline, sans raccrocher à une sorte de réel questionnement, parce qu'on voit bien que pour eux, c'est pas un questionnement du tout. Et on en reparlera tout à l'heure, mais ironiquement, il y a pas mal de personnes, et il y a dans le domaine du paranormal, il y a pas mal de gens qui pensent aussi que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui simulent qu'en fait il se passe pas aussi des vraies choses. Donc il y a cette idée qu'il y a souvent les deux en même temps. Il y a les gens simulent, mais il se passe quand même des vrais trucs. Voilà. Donc il y a l'idée de démonter la preuve, démonter l'argument qui dit ah bah oui mais là ils ont simulé donc c'est faux. Il y a l'idée de dire bah non c'est pas vrai parce que même s'ils simulent, bah, il y a quand même des choses vraies qui se passent. Puis, moi, j'irais même plus loin que ça. Vous me dites si j'ai mal compris, mais pour moi, dans les films de Conjuring, c'est acté que Dieu existe et que ces choses-là, elles sont réelles. Je veux dire, les films sont même pas là. Bon, ils sont pas là pour dire quoi que ce soit sur la réalité, mais dans l'univers propre au film, Dieu existe, les démons existent, et point barre, quoi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, je sais pas vous. C'est tout à fait juste. Évidemment. Effectivement, parce que le Warren, c'est des sortes de super-héros avec un pouvoir catholique, finalement. Donc, s'il C'est n'y a les pas de envoyés Dieu, de Dieu, carrément. ouais, voilà, s'il n'y avait pas de Dieu, en fait, ils pourraient rien faire. Enfin, ils pourraient juste faire un C'est travail de journaliste. totalement un D'ailleurs, univers fantastique, assumé. c'est un tout petit peu abordé dans le deuxième film, les liens avec la religion catholique, où justement la religion, les prêtres montrent bien que eux, ils veulent pas trop toucher à ça parce qu'ils veulent pas que ça leur retombe dessus, mais que ça les arrange bien qu'il y en ait d'autres qui le fassent à leur place, quoi. Non, et puis Lorraine, habillée en blanc, d'un manteau bleu, avec un visage angélique, et puis tout ce halo de lumière autour d'elle. Et Ed Warren, pardon, qui est un genre de caricature de Charles Ingalls, qui sait tout faire, qui a la main sur le cœur. C'est quand même assez clair que oui, ils sont bien les envoyés de Dieu sur Terre pour s'occuper de ces cas-là, quoi. Encore une fois, dans l'univers du film. Oui, on est sur des héros romancés sans faille, mais qui sont vraiment. On sent qu'on est loin de la réalité sur ça. Moi, je me suis pas posé la question sur l'instant de savoir si c'était vraiment comme ça. Ils sont beaucoup trop parfaits dans n'importe quel des 3 films. Il n'y a pas la moindre once de dispute pour que ce soit des héros réalistes. Et du coup, j'ai trouvé ça assez bien finalement que ce soit si romancé, qu'il n'y ait pas le moindre petit côté quasiment de. Ah bon, après, on pourrait arguer du fait qu'ils sont quand même réac et tradis. Ça se voit un petit peu. Oui, esthétiquement, il me faut aussi un peu penser à ces tableaux américains, tu vois, avec le fermier et la fermière. C'est tu vois exactement un peu c'est un peu ces tableaux. Voilà, ils me font carrément penser à ça. Et après, ils font très fort, parce que moi, j'ai une sainte horreur d'Ed Warren et on en discutera. Mais dans le film, moi, je l'adore. Hein, et Ed et Lorraine, ils sont juste. Moi, je pourrais les regarder des Les heures en acteurs mode sont bien. romance, quoi. Ouais, ils sont incroyables. Moi, j'y Les croyais à acteurs fond. sont bien choisis, ils jouent bien. Bah, ils portent le film quand même Oui, assez c'est fort. Hein. l'actrice Enfin, est meilleure, je trouve. mais ça rejoint un peu une chose que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sent aussi avec la perfection des personnages que le but c'est pas de faire quelque chose qui est très nuancé et qui donc pourrait faire vraiment peur. Il y a un côté divertissement aussi, c'est de l'horreur de divertissement. Bien sûr. Pas de l'horreur qui vise de faire le plus peur possible, c'est plutôt une semi-horreur mais qu'on peut prendre avec recul et voilà, un peu en rigoler un petit peu quoi dans un sens. Ouais. On est loin par exemple de tout ce qui est les vêtis d'horreur qui est assez populaire actuellement, où là on n'a pas de fantômes, on n'a pas de jumpscare à 2 balles, mais on a des trucs qui sont vraiment bien plus horribles simplement parce que c'est une réalité nuancée qui est horrible en fait. Et si on ça, est pas du tout là-dedans quoi. C'est je pense aussi, moi, une volonté de production, parce que quand on, on fait de la grosse production d'horreur qui doit être
pas tout public, mais plus large public possible, il faut qu'on puisse rationaliser ce qu'on est en train de regarder, ou le surmonter, ou le ridiculiser. Bah, c'est un peu le principe du ridiculus dans Harry Potter d'ailleurs, hein. C'est de rendre risible l'horrifique pour qu'il soit supportable. C'est ça. Ce qui a beaucoup moins tendance à se faire quand on est dans le film de genre, qui pourtant caractérise un peu les débuts de James Wan en fait. Ouais, c'est vrai que ça est beaucoup plus horrible que Conjuring finalement. C'est peut-être l'heure de faire ma chronique, Eh bien, qui n'est très bien. pas une chronique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas. C'est un truc. Un esprit frappeur. C'est un esprit frappeur. Ouais, ben on t'écoute. Non, mais alors, premièrement, pardonnez-moi parce que je ne sais pas faire court. On a dit pas plus de 45 minutes, c'est ça? Voilà. Donc, je vais essayer de dire ça tranquillement et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais oui. Ok. Donc, j'ai intitulé mon petit texte Les Warren, une mise en scène au-delà du réel. Les Warren suscitent la fascination pour beaucoup de personnes. Pourtant, plusieurs autres, instituts, associations ou groupements de chercheurs existent, investis des mêmes missions autour du paranormal, mais sont inconnus du grand public et n'ont pas attiré les scénaristes d'Hollywood. Pourquoi et comment le phénomène Warren a-t-il pris autant d'ampleur? Alors je ne vais pas m'étendre sur l'histoire personnelle des Warren ou sur leur étude de cas. Ce qui m'intéresse ici, c'est bien le résultat de tout cela, comment on arrive à la création du Warren Universe au cinéma, ou à la vente de t-shirts à leur effigie, car c'est toute une mythologie que les Warren ont construit. Petite respiration. Tout d'abord, il faut savoir que depuis 1952, ils sont constitués en société la New England Society of Psychic Research, la NESPR. Ce n'est pas anodin car cela révèle la volonté de rassembler autour d'eux une équipe, des membres actifs et faire connaître leurs travaux. Il n'a jamais été question de rester dans l'ombre. Depuis le départ, l'idée même de créer ce genre de société est un acte fort. Leur façon d'agir sera toujours sensationnaliste. Ils vont s'approprier les codes du show, voire du freak show, et maîtriser l'art du spectaculaire. Le mot spectaculaire veut dire fait de voir quelque chose qui frappe, qui tient du spectacle, et donc pas de la réalité, mais plus de la représentation de celle-ci. Grâce à l'installation du décorum au sein même de leur domicile, la mise en place de dispositifs lors de leurs interventions, entre autres choses dont je reparlerai ensuite, prouve de cette envie, de cette maîtrise pour arriver à manipuler les consciences. Ils avaient déjà compris l'intérêt du buzz. La finalité de tout ça, on le sait aujourd'hui, était de gagner de l'argent. Pour rappel, ils allaient sur place quand des cas paranormaux étaient déclarés, sans être invités, pour s'approprier ces cas et ensuite sortir des livres dessus, faire de la promo, toucher des royalties, des droits d'adaptation. Tout a été mis dans des contrats. Tout est monétisé autour des Warren. Vous l'aurez compris, tout cela s'est produit au détriment de toute vraisemblance. Peu importe si une histoire était vraie, car ils se sont inventés une nouvelle réalité, celle des entités démoniaques qui s'abattent sur le monde, avec eux en personnages principaux. Il leur fallait créer un monde à leur image, fait de choses extraordinaires, une réalité certainement plus excitante aussi, où ils auraient toute leur place. Cet univers, que j'appelle supra-réel, donc au-delà du réel, s'est construit uniquement sur l'idée de la présence de faits paranormaux, donc en dehors de la norme, qui existent, dont tout le monde n'a pas conscience et qu'eux révèlent au grand jour. La construction de cette réalité cachée, c'est la légende Warren. Pourtant, ils utilisent des ressorts vieux comme le monde. On l'a dit, hein, la peur, le mystère, la surenchère, des clichés quoi. Par exemple, ils font croire que le fait même de parler des dossiers sur lesquels ils ont été est déjà en soi dangereux. Attention, ça va pas plaire aux démons. Rien que le mot « dossier » utilisé pour parler des affaires, ou le visuel sur leur site internet dédié dossier, style Zone 51, avec numéro de dossier, classeur, etc., fait penser au classé défense. Parlons maintenant de ce qui est certainement le plus grand symbole de leur démarche, le musée de l'occulte. Alors ils ont pris l'habitude, du moins
ils le prétendent de récupérer, voire de s'accaparer des objets ayant été sur les lieux de leurs interventions. Ces objets sont à leurs yeux des artefacts tantôt sataniques, tantôt des objets ayant servi pour de la magie noire ou de la sorcellerie. Puis cette collection d'objets, ils l'ont installée dans leur musée, que l'on peut bien sûr visiter. Monnayant. Chaque visite est construite comme un train fantôme ou la maison hantée à Disney. On prépare le spectateur. Vous allez avoir peur. Avec à l'entrée le fameux « Beware », des panneaux « Attention, danger » un peu partout. Un couloir et une antichambre servent de hors-d'œuvre et d'entrée. Remplis de masques, des tableaux de Ed, d'objets de la culture pop du creepy ou encore des cadeaux et de la déco d'Halloween. Oui, puisque Ed en était fan. Ces pièces suscitent l'imaginaire et contribuent à la mise en condition. Mais le vrai et le faux se mélangent donc déjà ici. Halloween et le paranormal sont mis sur le même plan. L'important c'est de faire peur, comme on l'a dit, et que les gens y croient. Puis, enfin, la tant attendue pièce de l'occulte, qui n'est autre qu'un cabinet de curiosité, comme déjà évoqué ce soir, ou presque même comme un reliquaire. On vous avertit ensuite que vous êtes dans « the most haunted place in the world », qu'il ne faut pas être dans cette pièce entre 21h et 6h du matin, car c'est dangereux. On ne sait pas pourquoi, certainement parce que la nuit, ça fait peur. Et puis, on vous dit très sérieusement « Don't touch anything, and if you do it, let me know ». Ne touchez à rien, et si vous le faites, dites-le moi. Cette phrase sera reprise évidemment dans les films. On garde tout dans cette pièce verrouillée. Vous pouvez fouiller les yeux, mais ne touchez à rien. Waouh. C'est incroyable. Alors toutes ces choses sont liées à des enquêtes que vous avez effectuées? Exact. Tout ce qui se trouve dans cette pièce est un objet hanté, maudit ou qui a été utilisé durant une pratique rituelle quelconque. Rien n'est un jouet ici. Pas même ce singe mécanique. N'y touchez pas. Vous trouvez pas ça effrayant, disons, inquiétant de garder tous ces éléments dans votre propre maison? Ouais, c'est pour ça qu'un prêtre vient bénir cette pièce une fois par mois. Vous savez, de mon point de vue, c'est plus sûr pour ces choses d'être dans cette pièce plutôt qu'ailleurs. C'est comme retirer des armes de la circulation. Pourquoi pas les jeter simplement dans un incinérateur et les détruire? Parce qu'on détruirait que les vaisseaux. Parfois, vaut mieux garder le génie dans la bouteille. Des articles de presse sur les affaires viennent s'ajouter à l'amas d'objets pour les rattacher au réel. Le musée est donc central dans leur vie, tout comme dans les films, on sacralise les objets, on les met sur un piédestal, on les installe dans des vitrines. Certains proviennent pourtant de nulle part. On ne sait pas du tout quelle est l'origine des objets. Le fait même d'ériger ces objets au rang d'artefacts, uniquement par leur emplacement dans un musée et par des témoignages de leur valeur, est révélateur de cette mise en scène du paranormal. Il s'agit pour les Warren d'entrer dans l'histoire avec un grand H, puisque le but du musée est de conserver le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui a un intérêt pour la collectivité, qui nous rappelle l'histoire. Et ce qui fait partie de l'histoire fait partie du réel. La preuve de la véracité de leur récit est faite par la matérialité de l'objet, et donc contribue à cette supraréalité qu'ils ont inventée, mais cela ne tient pas sur grand-chose finalement. D'ailleurs, cette collection, c'est le plus grand paradoxe des Warren. Il y a un problème autour de la possession de ces objets, de cette collection blasphématoire. C'est problématique car ils sont de fervents croyants, on l'a dit. Cela va à l'encontre de leur croyance de posséder ces objets normalement. Donc, est-ce que ce ne sont pas eux finalement qui sont dangereux car ils concentrent au même endroit un grand nombre d'entités démoniaques au travers de ces artefacts? Ils les font visiter. Et ils font visiter. C'est paradoxal pour leur religion, mais aussi car ils disent vouloir combattre ces mêmes entités. Alors pourquoi? C'est peut-être une sorte de croix, de fardeau qu'ils ont décidé de porter. La raison pour laquelle ils gardent aussi les artefacts chez eux. Ils pensent certainement être des envoyés de Dieu, comme on l'a dit, pour combattre les démons, comme vous avez dit, des espèces de super-héros, et eux seuls peuvent endurer les épreuves et sont assez costauds pour affronter Satan. Parce qu'ils pensent avoir un don, ils sont donc supérieurs au commun des mortels. Comme je l'ai dit, les objets présents dans le musée sont dits maléfiques.
Selon leur dire, ils gardent les artefacts chez eux pour éviter que des gens soient blessés. Ils expliquent que c'est comme mettre hors circuit des armes, mais on peut détruire des armes, tout comme on pourrait détruire des objets. À cette remarque, les Warren rétorquent que vu que ce sont des vecteurs, des vaisseaux de communication et de manipulation des démons, si on détruit les objets, alors on peut laisser s'échapper les démons. Un prêtre, le père James Anziano, vient régulièrement bénir les objets pour les garder silencieux selon lui. On revient encore sur une mise en scène qui est volontiers montrée aux caméras. Là aussi, on peut parler de paradoxe, car les artefacts voyagent. Des expositions temporaires sont créées partout dans le monde, notamment avec Annabelle, qui est même surexploitée, voire carrément prostituée partout, baladée dans sa boîte avec des caméras du monde entier qui viennent la filmer. Si ces objets sont si dangereux, le mieux serait peut-être de les cacher ou de ne pas en parler pour susciter l'attention. Enfin, ça, c'est que mon avis. Sachant en plus que la procédure selon Ed pour pouvoir toucher les objets est la suivante. Je vous le dis parce que le protocole est assez intense. Tout d'abord, j'essaie de ne pas toucher à ces objets, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Dans ce cas, je m'assure d'être en état de grâce, c'est-à-dire que je me confesse et que je me fais absoudre du péché par un prêtre. Ensuite, je mets de l'eau bénite dans un grand bol et j'y mouille les mains. Je ferme les yeux et je m'imagine entourée et baignée dans une lumière très blanche et brillante tout autour de mon corps. C'est ce qu'on appelle une lumière de Christ. Il protège mon aura des attaques démoniaques. Ensuite, je mets des gants épais, demande à Dieu de me protéger des entités maléfiques, puis je déplace rapidement l'objet là où je veux qu'il soit. Voilà. Donc à chaque objet, vraiment, waouh. Bah, imaginez quand faut faire la poussière là-dedans, oui, ça doit être un vrai bordel. C'est pour le ménage. Je reviendrai plus tard. Et puis le truc le plus incroyable, c'est que tu peux visiter ce musée et toucher à tout quand tu veux et décider de tout péter. Il n'y a pas de problème. Les objets sont là, il n'y a pas de sécurité. Moi, je vais dans un musée comme ça, je m'attends à, je sais pas, comme au Louvre, tu vois, la Joconde, tu peux pas t'approcher. Bon, non, allez-y. Juste faites gaffe à pas casser. Oh mon Dieu. Ah bah c'est ta faute. Ils sont libéraux, les Américains, c'est pour ça. Il y avait d'ailleurs... Il y a une très vieille émission, je pense que c'était sur Monster Talk, un podcast sceptique américain, où il y avait, je crois que c'était James Randi qui était là et qui parlait de Poltergeist d'Enfield et qui racontait qu'il y avait un groupe de sceptiques, je ne me rappelle plus les noms parce que ça date d'il y a beaucoup d'années, qui étaient passés dans le musée à l'époque où ils étaient encore en vie et où c'était encore un peu porte ouverte parce qu'après il a été fermé pendant longtemps ce musée. Et ils racontaient qu'ils avaient touché à tout justement quand Ed Warren n'était pas là et qu'ils avaient touché tout maudit jusqu'à la 107e génération. Et voilà, effectivement, il y a pas de sécurité particulière. Cela dit, quand il y a voilà, le musée a été réouvert pour certaines visites un peu, enfin semi-privées, et il y a toute une grosse vidéo comme ça d'une chaîne de pseudo chasseurs de fantômes à la con qui vont dormir dans le musée et qui ont sans doute payé très cher pour faire cette vidéo. Et là aussi, ils expliquent tout le rituel qui vient d'être évoqué. Et après, bon, ça devient un peu ridicule parce qu'ils veulent vraiment pouvoir toucher Annabelle. Et donc, en fait, le responsable de l'endroit, qui est le beau-fils, je pense, de Tony Spera. Warren, voilà, explique qu'ils vont pouvoir déplacer la poupée parce que justement, il faut nettoyer la boîte. Et donc, du coup, c'est la bonne occasion. Enfin, c'est juste ridicule, quoi. On a l'impression qu'ils inventent des explications ou des raisons comme ça en the spot, et puis on a je sais pas combien de photos de Lorraine en train de poser avec Annabelle, tranquille dans les bras. Il y a même une photo de elle avec Annabelle et justement. de l'actrice avec l'autre Annabelle. Enfin, Justement, moi, je voulais vous parler de l'artefact le plus connu du musée de l'occulte, Annabelle. Parce que finalement, Annabelle, c'est quoi ? C'est une poupée de chiffon qu'on a mis dans une belle vitrine en disant « Ne touchez pas car elle est possédée ». Et ça rend cette poupée exceptionnelle et intrigante. Est-ce que la poupée Annabelle est ici? Elle est là-bas. Ouais.
Vous avez dit qu'elle était un canal? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une puissante force démoniaque s'est accrochée à elle. Mais quand vous allez enquêter sur des lieux hantés, comment vous empêchez ces forces de s'accrocher à vous? On doit prendre beaucoup de précautions. Oui, mais votre femme alors? Ma femme quoi? Ben, le père Gordon m'a raconté que... Oui, ça c'était différent. Ce qui est arrivé à ma femme est arrivé durant un exorcisme. Et c'est quoi la différence? Excusez-moi. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de venir ici. Tu le sais pourtant. Pas vrai? Georgiana? Est-ce que t'as touché quelque chose? Non. Très bien. Viens, chérie. Georgiana, vous pourriez ramener Judy à l'étage? Bien sûr. N'entre jamais dans cette pièce sous aucun prétexte, d'accord? Oui, papa. D'accord. Je t'aime. Allez, on monte. On va manger une collation, d'accord? Allez, viens. Et parce que les gens se disent, et si c'était vrai? Donc ça devient un produit rare, presque un produit de luxe. Mais seul problème, c'est qu'au fil du temps, si on regarde bien, effectivement, les photos, toutes les vidéos, etc., elle a l'air par moments plus petite, différente. Les couleurs, les vêtements, enfin ça je vous laisse juste, vous irez voir. C'est quand même assez étrange, j'ai passé beaucoup de temps à regarder la poupée et elle a pas l'air d'être tout le temps la même. Elle a changé de boîte au moins 3 fois, toujours pour plus de spectaculaire. On ouvre donc, comme on l'a dit, volontiers la vitrine pour les gens. Mais ça pose effectivement cette question de poupée maléfique qui est censée pouvoir se téléporter. Donc Non, effectivement, mais là on est... elle est bénie par le prêtre toutes les semaines. C'est bon, ça va. Oui, voilà, c'est ça, les garder silencieuses. Voilà. Voilà, sachant que Annabelle, à la base, il n'y a pas de témoin. Il n'y a uniquement que la parole des Warren pour attester de l'histoire d'Annabelle. Et maintenant, la poupée du film, elle est exposée au musée dans une vitrine non loin de la poupée originelle Raggedy Ann. Donc les deux coexistent maintenant dans un même espace-temps et participent de cette nouvelle réalité. Et un autre artefact, le dinosaure de l'affaire The Devil Made Me Do It, lui aussi aura sa petite boîte en bois plus tard avec une croix dessus et lui aussi sera mis sur un piédestal et considéré comme dangereux. Alors qu'au départ, quand on regarde les premières vidéos du musée, il était juste sur une étagère et même à un moment il était cassé. Donc ça pose énormément de questions évidemment autour de ces objets. Et dangereux pourquoi? Parce que il a aucun rapport dans le film en tout cas avec la possession aussi? Dans l'histoire vraie, c'est un jouet du petit garçon, le petit garçon qui est possédé au début de l'affaire. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. C'est tout. Il me semble qu'on voit le dinosaure dans le film, dans le 3, quand le gamin plonge sur le lit, le matelas à eau. Il me semble qu'il a ce jouet à la main, mais à revérifier. D'accord. Et donc du coup, ils ont exposé ses fourchettes aussi? Je veux dire, il les a touchées pareil, quoi, non? Je sais pas. Mais en tout cas, ça viendrait du vrai cas. Mais tu as aussi le miroir de l'affaire Perron qui est dans le musée de l'occulte. Ouais. Est-ce que je peux enchaîner sur la promo des films? Bah non, tu peux pas. Non mais si, bien sûr. Vas-y. Donc la promo des films qui est faite autour de Conjuring et plus largement la licence au Warren Universe. Donc c'est simple puisque tous les codes de l'horreur sont là. Je vous explique. Par exemple, à l'avant-première de Conjuring 2 au Grand Rex à Paris, on peut voir un prêtre, donc un acteur, venir bénir la salle devant, devenant ainsi à la fois salle de spectacle et grand-messe. Au Franklin Canyon Park de Beverly Hills, l'événement The Devil's Wood Experience pour la sortie de Conjuring 3, les spectateurs de la séance, en plein air, au milieu de la forêt et munis de lampes torches, ont pu se balader au travers d'un parcours de théâtre déambulatoire, inspiré des scènes du film, ou profiter de séances de cartomancie. Ça, si c'est pas du dispositif, je ne m'y connais pas. Une nouvelle fois, la réalité rejoint la fiction. Ce sont censés être des histoires vraies, dont il est question dans les films avec de vraies victimes, mais la Warner en fait une attraction de fête foraine. Une vingtaine de vidéos produites par la Warner sont aussi disponibles sur YouTube pour faire la promo de la licence. Entre autres trailers, making-of et scènes en avant
première, on retrouve des vidéos plus longues de présentation, toutes construites de la même manière. Des morceaux d'interview mélangés entre les personnes impliquées dans les films, donc réalisateurs, acteurs, producteurs, et les vrais témoins des cas Warren. Ces interviews sont présentées en montage alterné avec des images de Conjuring et de vrais documents d'époque. Des articles de journaux apparaissent à l'écran et des témoins extérieurs viennent renforcer le récit des victimes. Le traitement est bien sûr sensationnaliste avec de la musique d'action flippante, des images et des titres chocs avec des effets et des bruitages. La volonté ici est de tendre vers le documentaire, de faire croire que les images des films Conjuring sont des reconstitutions, des images d'illustration pour raconter des histoires vraies. Ces vidéos reprennent le même procédé que les docu-fictions télévisées sur les enquêtes criminelles qu'on peut voir un peu partout sur les chaînes de télévision. Donc par un effet miroir, le film s'invite dans le réel et atteste d'une certaine réalité, tout comme le témoignage devient teaser de film et rentre dans la fiction. Il s'agit bien de brouiller l'esprit du spectateur entre réalité et fiction. Mais encore, Arnie Johnson, qu'on a évoqué plus tôt, l'homme qui a tué quelqu'un en vrai, devient ici une victime et témoigne pour le film comme les autres. Et ça, c'est plutôt gonflé. Arnie a vraiment tué un gars et a été légitimé par les Warner et aussi par les Warren. Mais ça n'émeut personne parce que c'est le contexte qui fait tout. Ici, ça passe. Lorraine Warren est consultante sur les plateaux de tournage comme experte et les gamines de Enfield sont invitées sur le plateau également pour attester du réalisme de la reconstitution, car oui, certains décors et scènes reproduisent à l'identique certaines photos d'époque. Les retrouvailles très émouvantes entre Lorraine et les deux jeunes filles de l'époque, comme si elle leur avait sauvé la vie, sont mis en avant, alors que visiblement le couple Warren ne s'était imposé que vers la fin de l'affaire et ne sont pas restés longtemps, juste le temps de dire « On y était, croyez-nous, it's a true story », répété sans cesse par Lorraine dans tous les interviews. Et le coup du prêtre bénisseur, ça marche aussi pour les plateaux de tournage, genre c'est dangereux même de faire des films dessus. On refait la même mise en scène de bénédiction, et cette fois c'est un vrai. C'est le père James Anziano qui s'y colle, hein, évidemment. En plus de tout ça, je dirais que les Warren sont omniprésents dans les médias, YouTube, livres, cinéma, TV, réseaux sociaux, etc. Que ce soit sur le site internet du NESPR ou sur le YouTube de la Warner ou des Warren, Warner, ça se mélange, il y a toujours un renvoi de sources. Les Warren renvoient vers les films et les films renvoient vers les Warren. C'est une boucle fermée, auto-sourcée et dont le discours est toujours rodé et unique. Il n'y a pas de contradiction, même si on sait qu'elles existent, mais ne se trouvent pas dans les sources dites officielles, qui sont plus récentes avec les films, comme si tout le monde depuis les années 2000 avait accordé ses violons et mis sous le tapis ce qui n'allait pas. On peut peut-être qualifier ça de propagande. Toujours le même discours lors des visites du musée, toujours les mêmes mots pour parler des affaires et toujours les mêmes photos qui circulent. Même du couple, il y en a peu. Moins on en sait et moins on peut les contredire. Les Warren sont des bonimenteurs. Ils sélectionnent avec soin ce qu'ils révèlent. Ils alpaguent le chaland avec leurs mensonges, devenus les nouveaux Barnum, prêts à tout pour nous emmener dans leur attraction de foire, leur train fantôme pour nous faire payer la visite, les t-shirts, les goodies, les conférences, les festivals, etc. C'est ça aussi le Warren Universe. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh, 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 all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Mais de fait, les Warren sont devenus des égéries de la pop culture,
avec presque rien, et ça, c'est fort. Donc j'ai envie de dire, à quand les figurines pop Warren? Ah bah Oh mince, ça non! existe déjà. C'est pas vrai. Si, on s'éloigne un peu plus encore du réel. Et pour finir, je terminerai avec cette citation de Tony Spera, donc le gendre des Warren, qui a repris la succession depuis la mort des Warren. Si vous faites ça pour de mauvaises raisons, ça vous rattrapera toujours d'une manière ou d'une autre. Si vous le faites juste pour l'excitation, parce que vous aimez voir quelque chose se passer dans une maison, sans égard pour les personnes tourmentées, ce Oh, n'est pas punaise. aider les autres. Et bim. Eh bien, je Quel dis, hypocrite. ce cirque ne nous y trompera pas, car il se situe au-delà du réel. Et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Dans la 4e dimension. Voilà. Bravo, belle C'est conclusion. gentil. Bravo. Ouais, C'est ouais, gentil. ouais. Ça- C'était et, très long, je suis désolée. Mais non, La juste semaine pour en rajouter une couche, on va laisser Judith Penny de côté. Mais on sait, par exemple, je sais plus, l'avocat ou l'ex-avocat d'Ed Lorraine Warren, que toute l'histoire d'Amityville, c'est du bullshit de A à Z, qui a été inventé un soir de beuverie, de beuverie au vent. Il y a cette fameuse vidéo dans un cimetière en bas de chez eux, où ils auraient filmé une dame blanche ou quelque chose comme ça. En fait, pas du tout, c'est Judith Penny. Et puis, il y a des choses assez dégueulasses aussi qui circulent sur Ed Warren, mais ça, on en parle maintenant, plus tard, la prochaine fois. Non, Euh, garde-nous ça sous le coude pour la prochaine fois. Allez, je Moi, me garde. j'aurais bien rebondi, en revanche, sur ce qu'a dit Adeline, sur la cosmogonie qui est bâtie par les Warren et qui est reprise dans les films parce que on le sent. Genre, par exemple, l'histoire du halo de Laura qui donne un pouvoir de protection dans le protocole pour toucher la poupée, ça revient dans les films, dans le 2, je crois. Ça vient comme un cheveu sous la soupe. On ne sait pas ce que ça vient faire là. Donc, on se doute qu'il y a une base ailleurs. Et du coup, toutes ces cosmogonies qui tirent du chapeau au fur et à mesure dans leur démonologie, qui disent les démons, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Pour avoir de l'emprise sur un démon, il faut connaître son nom. Comment je m'appelle? Dis mon nom, salope! Michel. Tu ne sais pas comment ils la connaissent. Alors, tu peux supposer qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le sujet, mais ils en savent plus que les exorcistes du Vatican eux-mêmes qui ont la dite expérience. Ça, c'est quand même un peu bizarre. Mais non, Ils c'est sont les vraiment envoyés de érigés en Dieu. super-héros, quoi. Oui, c'est ça, voilà. En fait, ils ont la science infuse, voilà, donc il fallait le préciser au début des films. Et ce que j'ai trouvé particulièrement mal amené dans le second film, qui pourtant était pour moi le meilleur, c'était le plot twist dans lequel on te dit, en fait, un jour, je spoil comme un porc, hein, vous m'excuserez, pour pouvoir défaire le démon, il faut connaître son nom. Ce démon qui est quasi de pouvoir divin, puisqu'il fait quand même tomber la foudre. Enfin, c'est assez Et il clair pour prépare moi un dans la meurtre. mise en scène que c'est lui. Il prépare un meurtre, il a un pouvoir incommensurable, celui de se masquer notamment à la médiumnité de Warren, enfin de Lorraine, qui a quand même un don hyper puissant hein, dans les films. Ouais, et puis il lui révèle son nom tout seul dans un rêve. Il est un peu con, hein. Je sais pas. Ouais. Moi, ça m'a choqué complètement. Ça n'a pas marché Aussi du malin tout que ça, pour moi. en fait. Plus grosse incohérence, quoi. Voilà. Alors moi, ça m'a fait exactement la même chose, mais je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que le rapport à la nonne était tellement bizarre qu'à un moment, elle les a aidés sur ça. J'avais l'impression que ça venait d'elle. Et que c'est... Tu vois? Dans le film, tu l'as ressenti comme ça. Bah, parce qu'elle vient à plusieurs moments. Et on sait pas trop... Genre pour pouvoir retourner en enfer, un truc comme ça, qu'elle a que deux moyens d'y retourner, c'est soit de prendre une vie, soit de se faire conjurer par les Warren. Fallait que ce soit eux, seulement eux.
Je sais pas, parce que la nonne dans le film, on sait pas trop ce qu'elle fait là, à part pour dire coucou, je serai là dans le prochain film, donc ne ratez pas l'épisode. Tu vois, Oui, c'est un peu. c'est ça. Ouais. Je sais pas. Ouais. Du coup, peut-être moi, je me un- suis demandé comment elle était réinvoquée. Vas-y, pardon, Jérémy. Non, je fais une petite digression, mais je trouve que c'est un point intéressant, c'est cette question que tu amènes de... Finalement, ils font plein de choses qui sortent un peu de nulle part et on ne sait pas très bien finalement quelles sont les règles de... C'est quoi les règles de l'univers en fait? C'est un peu ça. Si on Oui, était dans un livre de fantasy, on pourrait parler des règles de la magie, sauf qu'ici, bon, c'est absolument. des faits réels, donc mais c'est un peu pareil. Il se passe des trucs magiques, mais en fait, on n'a pas les règles. Et ce qui est marrant, si on va un peu, si on regarde un peu l'histoire en fait de tout ce qui est lié à la sorcellerie, aux exorcismes, etc., c'est que il y a vraiment un point commun important entre les Warren et puis l'Inquisition. Parce que souvent l'Inquisition était menée par des gens qui n'étaient pas justement dans le clergé à la base et qui étaient un peu en dehors, mais qui écrivaient des manuels pour expliquer comment on reconnaissait les sorcières, comment on pouvait lutter contre les démons, etc. Et c'était rempli en fait de choses qui sortaient de nulle part et où chacun trouvait un peu des trucs différents et après il y avait une sorte d'évolution comme ça en fonction de qui était le plus populaire. Mais c'est un peu la même logique que le Warren, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sortent de nulle part et on ne sait pas très bien, en fait d'où ça a pu venir ou est-ce qu'il y a une filiation avec d'autres idées, avec d'autres courants, on ne sait pas en fait. Et c'était pareil avec l'Inquisition et avec les inquisiteurs à l'époque, sur comment on faisait pour trouver les sorcières, comment on faisait pour les interroger, pour lutter contre. Léos Voilà, tout- Maleficarum. Ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Il y a cette même logique de plein de trucs qui sortent de nulle part. Et on le voit bien en fait dans tous les récits et les données historiques qu'il y a sur les procès, où on a justement les argumentaires d'accusation et de condamnation. Et c'est vraiment des trucs comme les Warren, en fait. Enfin, sauf que là, on est dans des vrais cours, on n'est pas dans un film, on est dans des vrais cours de droit. Et il y a des arguments comme ça qui sortent de nulle part. On sait pas sur quoi c'est basé, on sait pas d'où ça vient. Un jour, un type décide que parce que tu as, je sais pas moi, un grain de beauté, c'est la marque du diable. On sait pas d'où ça vient, mais voilà, c'est comme ça. C'est c'est juste, c'est juste dit, et donc ça devient vrai parce que quelqu'un l'a dit et parce qu'il est convaincant. Et après, ça sert à persécuter aussi des gens dans certains cas. Il y a vraiment quelque chose de similaire pour les Warren à ce niveau-là, alors qui est lié aussi à toutes leurs idées catholiques, évidemment, hein, mais même pour des catholiques, il y a plein de choses qui sont à un moment sorties de nulle part et qui n'étaient pas en fait dans les croyances de l'époque ou dans les trucs institués par le catholicisme. Oui, et aussi dans leur vocabulaire. Au vrai Warren, parce que dans le film, c'est très différent. Ils ont un vocabulaire beaucoup plus développé parce qu'en vrai, les Warren s'expriment toujours avec des mots extrêmement simples. It's a bad, very bad person, par exemple. Ils ont pas de superlatifs, ils emploient pas beaucoup de mots en fait. Non. Et du coup, vu que leur discours est en plus très verrouillé, bah effectivement, tu peux regarder 20 vidéos, en fait, t'apprendras rien. T'apprends rien. Parce qu'eux, ils restent toujours sur leur laïus. Et qui en plus n'est pas riche en vocabulaire. Donc c'est une mauvaise personne. D'accord. Et Ouais. on Oui, sait mais- pas plus. Il y a ça aussi qui joue, quoi. Ouais. Le langage qu'ils ont Ouais. n'aide pas du tout à... Non, c'est vrai que c'est pas très développé. Et après, ce qu'on peut, si on analyse un peu, on trouve pas mal de trucs réactionnaires derrière leurs concepts qui sont finalement assez simples. C'est si t'es pas dans une famille catholique unie, bah t'attires les démons. Si tu fais des trucs qui sont pas gentils, t'attires les démons. Si tu parles des démons, t'attires les démons. Enfin, voilà, Oui. il y a toutes ces idées qui sont un peu, qui étaient un peu similaires à la chasse aux sorcières de nouveau, hein, où en fait c'était tous les gens qui étaient un peu hors du moule, qui étaient considérés comme bien, bah, d'office. Après, c'était associé aux démons ou à Satan, et puis voilà, c'était pas plus Ce qui est compliqué que ça.
un aspect qui là a été expurgé des films parce que on pouvait Ouais. pas laisser nos sacro-saints héros culpabiliser les victimes qui étaient de bons croyants. Donc même si l'aspect religieux est finalement utilisé seulement comme un- on va dire Un une moyen. façon de raconter l'histoire, ouais, voilà, c'est C'est un un moyen ressort de scénaristique. réussir. Ouais, la famille, pour le Canfield en particulier, moi, c'est sur eux que ça m'a frappé. Bon, ils sont anglicans, on pourrait dire, bah oui, bah, du coup, entre les Américains et les Anglais, c'est pas forcément le même fonctionnement, mais s'il y avait dû y avoir de la culpabilisation à un moment donné, ça aurait été plutôt là, c'est pas le cas. Donc, comme quoi ça ne tient pas pour faire une bonne histoire tout public, quoi. Il y a vraiment Tout à des fait. Ouais, je pense qu'ils ont comportements gommé ça, en fait. répréhensibles. Ouais. Ouais. Ils ont gommé cette partie-là des vrais cas des Warren, ils ont gommé la partie un peu culpabilisation. Après, on retrouve les caractéristiques, la femme de famille seule, un peu pauvre, qui élève ses enfants, la sorcière qui devient une méchante et qui persécute les gens, alors qu'en fait, c'est les gens qui persécutent les sorcières Oui. et que ça devient un rapport inversé. Quel retournement d'ailleurs. Le type qui il se fait posséder par le diable dans Conjuring 3 parce qu'il menait une vie qui était pas bonne. Donc c'est de sa faute aussi à un moment quelque part. Mais Ah, tout c'est parce ça, qu'il vivait dans le péché avec sa oui, voilà, fiancée, il vivait c'est dans le ça? péché Ouais, c'est ça, et ouais. ça c'est présent dans les cas des Warren, mais c'est vrai que dans le film on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, mais c'est plus lié à la culpabilisation qui était dans l'esprit des Warren à la base, quoi. Bon, Ouais. effectivement, il fallait rendre ça grand public, quoi. Oui. On n'appuie pas dessus, certes, mais c'est quand même présent. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai pas Mais perçu c'est dans vrai la que mise en les scène, quoi, en tout cas, voilà. ouais, mais les Warren dans les films sont beaucoup plus bienveillants quand même. Bien sûr. Ah ben, à Ils mort. sont- Il ils fallait que sont- ça devienne les gentils. Est-ce que vos enfants ont été baptisés? Non, on n'en a jamais vu la nécessité. On n'est pas très pratiquant dans la famille. Vous devriez peut-être y penser à deux fois. Notre présence ici risque d'empirer les choses. Pourquoi? On représente une menace. Ce genre d'esprit malin n'aimera pas qu'on se retrouve parmi vous. Jusqu'à maintenant, rien de violent n'est arrivé, ce qui est une bonne chose. On va commencer par effectuer des recherches sur la propriété, question de savoir à quoi on a affaire. Jérôme, tu voulais rajouter un truc là-dessus? Non, je suis assez d'accord avec vous. Très Ce bien. côté, les rendre les plus purs, les plus nobles par rapport à leur tâche, ça c'est clair. Il y a pas de fausses notes dans leur personnage. C'est dur à en trouver. Ils Même sont leur lisses, hein, rapport. ils sont lisses, C'est le ça. moins qu'on C'est puisse le mot. dire. Ouais, ils sont Ouais, assez lisses, même la relation qu'ils ont avec leur fille. Bah, Malgré qu'elle est écoutez, assez loin d'eux, on sent quand même tout se passe plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue, leur fille d'ailleurs? Peut-être que c'est un sujet à garder plutôt pour la prochaine émission, mais moi je sais pas trop. Est-ce qu'on vous parlait du beau-fils à un moment donné? J'ai pas trop creusé de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup Bah, d'infos sur la fille, je dirais, hein. C'est vrai qu'il elle y a est le beau-fils qui a repris le truc, mais ouais, elle est coprésidente de la NESPR, D'accord. mais c'est son mec qui gère. Bah, c'est une femme Ah d'un ben. milieu très croyant. ouais, Donc c'est ça. c'est quand même l'homme qui a pris en main. Alors peut-être qu'elle a pas très envie d'être devant les caméras, mais elle apparaît quand même sur certaines des vidéos de leur site et tout ça. Elle est quand même présente, elle est active dans la continuité de ce que faisaient les parents. Donc j'imagine qu'elle va avec l'équipe peut-être sur certains cas. En tout cas, elle est coprésidente de la société. Mmh. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, sur ce, je propose que nous concluions. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose sur le film avant de nous dire ce que vous en avez pensé du point de vue de la recommandation? Est-ce qu'il faut que notre public voit ce film, même si j'espère pour lui qu'il avait déjà vu le niveau de spoil à ce moment-là? Bah, moi, je ferais peut-être une petite remarque, parce qu'il y a une chose qui m'avait impressionné, moi, à la base, dans Conjuring 2, Mmh. en dehors du fait de est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pas peur, etc., c'était l'effort qui avait été fait pour, on en a un tout petit peu parlé, mais pour reconstituer plein de choses, jusqu'au style, à la coiffure des personnages. Je veux dire, il y a plein de choses. Quand on connaît l'histoire et qu'on a vu un peu des documents historiques, on est impressionné en fait de voir les efforts qui ont été faits, quoi.
Ça, Ouais, ça c'est c'est. vrai que c'est très intéressant. C'est montré dans le générique de fin un petit peu d'ailleurs, il y a des Oui, photos réelles et on remarque même le décor de la chambre avec les posters et qui sont mis exactement de la même ouais, façon, au même endroit, etc. c'est ça. C'est assez bien foutu. Ouais. Ça ressemble Dans le beaucoup 3, il y et a tellement rien que par contre, c'est mélangé, quoi, la réalité et la fiction. Il oui, laisse oui, même bien complètement sûr. tomber ça, quoi. Bien sûr, c'est mélangé. Mais moi, en tant que sceptique, moi, j'étais super heureux en fait de voir Conjuring 2 parce que Mmh. je trouvais ça incroyable de voir, par exemple, un film où il y avait des personnages réels secondaires qui sont pas les Warren, mais qui étaient Maurice Grosse, par exemple, Oui. et qui étaient vraiment, ils ressemblaient vraiment au vrai, quoi. Et donc, il y avait quelque chose d'un presque un peu mythique de voir une représentation cinématographique de ces personnages qui sont, enfin, de ces personnages, c'est pas un personnage, de ces personnes qui ont un rôle important en fait dans l'histoire du paranormal et dans l'étude de ces cas, quoi. Et je trouve que James Wan avait fait quand même vraiment un gros effort à ce niveau-là pour que ça soit vraiment vraiment réaliste. Et Ouais. puis voilà, et puis de nouveau sans lien avec les jumpscares qui sont bien, pas bien, etc., quoi. Mais ça c'était vraiment un truc vraiment cool dans le film, je trouve, qui moi m'avait beaucoup intéressé par rapport à ça, quoi. Tout à fait d'accord. Lokai, ton mot de la fin? Non, mais je disais que j'ai pas vraiment de mot de la fin parce que il y aura un deuxième podcast et puis que je vous parlerai de Judith Penny et je reviendrai sur cette histoire de critères de la petite fille parce que j'ai balancé ça sans explication parce que vous allez voir que c'est pas mal lié avec les Warren aussi. Voilà. Suspense. Ouais. Trouts. Teaser. Ben moi, comme je... Pardon. Comme je l'ai dit au début de l'émission, ça dépend ce que les gens viennent chercher. S'ils ont envie de sursauter, qu'ils se dirigent plutôt vers le premier. S'ils ont envie d'un film plutôt bien torché, avec hyper bien documenté, etc., avec voilà, une belle représentation du truc et tout, ça plutôt vers le deuxième que je les orienterai. Voilà. Tout pareil. Et si vous voulez un film tout pété sur le satanisme, le troisième. Très bien. Jérôme, ton mot de la fin? Alors, en fait, des films, à la base, je conseillerais plutôt les 2 premiers, parce que ça reste quand même des bons films, faut le reconnaître. Et si on veut vraiment avoir des films un peu plus matures dans ce genre, je pense qu'il y en a d'autres que je conseillerais. Comme L'Exorciste, comme La Malédiction. Je sais pas si vous voyez c'est lequel? Alors ouais. D'ailleurs, notons que Conjuring 3 rend hommage quand même à L'Exorciste avec ce plan de l'arrivée Oui, du oui. prêtre, hein. Voilà, Oui, il oui, ne c'est cherche vrai. pas à les Ouais. supplanter. Non, c'est vrai, tu as raison. Juste quand il arrive devant la maison, ouais, c'est ça. Mmh. Oui, il y a La Malédiction, le petit Damien, je sais pas si vous avez vu le film, il y avait, où il y a Gregory Peck Oui, bien sûr. et en plus réalisé par Richard Donner, celui qui a fait Superman, je crois. Et il y a plein de films aussi, que je voudrais conseiller aussi parce que bon, on parle de cinéma, faut quand même pas oublier. Même des films qui sont d'autres pays, d'autres origines. Par exemple, je vais partir sur, on a parlé tout à l'heure de The Strangers, par exemple, le film coréen que je recommande. Il y en a un autre film coréen, je crois que Jérémy t'en a parlé l'autre fois, Les 2 sœurs, je crois, Ouais. que j'ai vu, Qui est Ah oui, incroyable. 2 sœurs. que j'aime beaucoup aussi. Mmh. Et si vous voulez aller un peu plus, en Chine, par exemple, après, c'est vraiment un genre qui est complètement à part, mais qui reste assez, survolté, et surréaliste. Moi, j'aime beaucoup, on appelle ça la ghost comedy kung-fu, donc qui a été inventée par Sammo Hung et qui a inventé un style de film et il a fait L'Exorciste chinois 1 et 2 qui sont vraiment des très, très bons films que je vous recommande. Si vous aimez le kung-fu, la comédie, l'horreur et Cocktail improbable quand même. Ah ouais, On c'est dirait un assez exercice improbable. de scénario, de cinétique, au REC 2023. Non, mais c'est assez improbable, mais les films sont super bons, ils sont très crédibles, hein. Mais en tout cas, je vous les recommande. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai une anecdote assez personnelle, par Ah, rapport à c'est vrai. L'Exorciste. C'est qu'en fait, Tu as quand été j'ai exorcisé. ouais, C'était c'est bien. moi-même qui me suis C'est vrai. exorcisé, en fait. En plus, c'était ça. C'était ça, Bien ouais. vu, Trouts.
Alors que tu voulais nous raconter un peu Ouais, en je vais vous détail? raconter. C'est Vas-y. très rapide, c'est très simple. Moi, on va dire entre 6, 7 ans et 11 ans, j'avais le premier film qui m'a marqué, moi, c'était Les Dents de la Mer. Moi, j'ai été traumatisé par ce film, la peur de l'eau. Mmh. À cause de ça, j'avais peur d'aller nager. En plus, je suis tombé, à l'école sur une maîtresse pas très sympa qui a demandé au maître nageur gentiment de me pousser dans l'eau. Génial. Très intelligent de sa part. Et du coup, j'avais peur de l'eau jusqu'au collège, je savais pas nager. Donc merci à elle, je lui fais une dédicace. Et du coup, j'avais quand même une certaine fascination pour ces films. Et à l'époque, à la télé, je m'en souviens, il passait souvent, on lisait les revues TV et quand il passait un film d'horreur, c'était interdit aux moins de 16 ans, même des fois 18 ans. Et je sais qu'il devait passer L'Exorciste. Et il y avait tout un buzz qui était fait et moi, vu que j'étais le dernier, de ma famille, moi, en fait, au salon, il y avait la porte qui était entrouverte et moi, je regardais le film, j'étais assis. Normalement, j'aurais dû être couché, évidemment, à cet âge. Mais j'écoutais pas et dès que je voyais des scènes, si vous voulez, où il se passait rien, je regardais le film et ça m'intéressait. Dès que je voyais l'horreur arriver, je fermais les yeux et je m'asseyais, je me cachais. Mmh. Et j'ai regardé le film comme ça. Mais Ouais, je ça connais. m'empêchait pas que je flippais. Mon troïomètre, il était au maximum, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand je suis devenu ado, donc j'avais un peu plus de maturité, puis aussi j'ai commencé à un peu à amadouer ma peur et j'ai vu L'Exorciste et en fait, la peur avait disparu totalement. Et donc tu as exorcisé ta peur, en fait. Exactement. Plot twist! Et en fait, Mmh. L'Exorciste, ça, je le remercie et je le remercie pas parce que du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand je vois des films d'horreur, des fois, c'est pas que ça me fait rien, mais ça m'apporte rien, quoi. On va dire Mmh. que j'ai vaincu cette peur-là. Après, il y a des peurs, bien sûr, qui restent toujours présentes, hein, je peux pas les enlever. Par exemple, quand je vois des films de morts vivants, par exemple, un film de Romero, Jour des morts vivants, quand un des soldats se fait manger, par exemple, par tous les zombies, il y a des choses qui me touchent, ça c'est clair. Mmh. Mais tout ce qui a un rapport avec la réalité, ou par exemple les films quand c'est des animaux qui te mangent et tout, vous voyez ce que je veux dire? Comme Les Dents de Mmh. la Mer, par Mmh. exemple, ça me parle plus. Mais en tout cas, ouais, L'Exorciste, ça a complètement désamorcé ça. Très Ouais. bien. Voilà. Merci pour ce bout d'expérience partagée très intime. Et Adeline, à toi l'honneur. Et alors moi je suis plus team finalement Amityville. J'ai vu toutes les adaptations d'Amityville, je pense. T'as vu la série de Mmh. l'époque? La série. Moi je parle des films, la série Amityville. Non, en fait, c'est ça, c'est parce que c'est une série de long métrage, mais comment dire, de télévision à la base, si je dis pas de bêtises, les premiers, non? Team Non. Poltergeist ici. Team Poltergeist Donc aussi, ça. bien sûr. Je sais pas, celui des années 80, 70-80, le premier, j'adore. 77, oui, non, c'est ça. Ouais, ouais. Celui de Rob Zombie aussi. Dans mon souvenir, il était plutôt sympa. Conjuring, ouais, non, allez mater les Amityville, c'est plus drôle. C'est mieux. Je préfère. Bon, Et c'est bien noté. sinon, voilà. Si on parlait de L'Exorciste tout à l'heure, moi je l'ai vu, j'avais 6 ans. Oula. Oui, Punaise. voilà. Courageuse, hein. J'ai vu Alien, j'avais 6 ans aussi, mais bon, c'est comme ça. J'ai regardé des films tôt et il fallait commencer tôt pour pouvoir en voir beaucoup. Non, mais là, c'est Donc très voilà. tôt, là. L'Exorciste à 6 ans. Ouais. Ouais, je Aujourd'hui, l'ai vu tu à t'habilles 6 en ans. noir et tu fais du roller derby, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Non, mais parce que Mais quand j'étais petite, j'avais pas Geoffrey, peur. Geoffrey, tu parlais Oui. d'une séance de cinéma particulièrement désagréable où des pré-ados gloussaient, se marraient, machin. Il se trouve qu'il y a 20 ans de ça. Attends, j'ai quel âge? Même plus de 20 ans, 25 ans de ça. J'étais une de ces pré-ados un soir Mais moi, j'ai d'Halloween. été cet ado aussi, bien Voilà. sûr. Ouais. Et ouais, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans ou 14 ans. En plus, je payais pas parce que ma maman bossait au cinéma.
La salle était blindée, il y avait une ambiance de ouf, c'était génial, hein. Et à la moitié du film, je suis Ouais. sortie. Tant pis pour la honte, le lendemain au collège, je suis sortie, genre, voilà. Jérôme, ça t'a fait du bien, ça t'a libéré. Moi, c'est ce qui a commencé à me faire me dire, ok, non, peut-être tu vas arrêter les films d'horreur. Ah, ok. Oh, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue quand j'étais ado. À partir de 13 ans, j'avais le droit d'aller au cinéma tous les mercredis. Donc j'allais tous les mercredis toute seule au cinéma. Et j'ai vu à peu près tout et n'importe quoi. Et notamment, une fois, bon, ça m'arrivait très souvent d'être toute seule dans la salle. Et un jour, je vais voir Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, avec Sam Neill. Ah oui. J'étais toute seule dans la salle. Et dégueu. j'ai commencé à flipper ma race. Et au bout de, je sais pas, 20 minutes, il y a un mec qui arrive. Et tu sais, t'es toute seule dans la salle, le mec, il arrive, il s'installe à 2 sièges de moi. Un mec trop flippant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qui c'est? Tu sais, t'as 13 ans ou 14. Oh mon dieu, quel enfer. En plus, Sam Neill, personne fait plus peur que lui au cinéma. Et ce film, en plus, il est un peu trash. J'avais flippé. Et en fait, le mec a fini par s'en aller au bout d'un moment. Mais j'étais vraiment, je me disais, mais... C'est trop bizarre. En plus, le projectionniste, je me souviens, au début du film, je l'avais entendu gueuler parce qu'il était pas content de mettre quand même le film pour une personne. Et je me souviens d'entendre le projectionniste gueuler et se mettre le film et se barrer. Et 20 minutes après, un autre gars qui arrive et qui s'assoit dans la salle. Mais le cauchemar. Mais ça s'est bien terminé. C'est pas mal. Le mec Ouais, est parti et j'ai vu le film. Voilà. Et il t'a pas traumatisé. C'est plus Moi, je l'expérience. l'ai revu depuis, mais du coup, à chaque fois que je vois ce film, ça me fait penser à ce que je ressentais dans la salle. Donc, ouais, moyen. Ok, bon, ben, on en retiendra que le cinéma peut autant cristalliser les angoisses que les fustiger. C'est vrai. C'est donc vraiment un truc magique. Et je suppose qu'on va vous laisser là-dessus. Je vous laisse avec une question. Est-ce que dans 5 ans... On peut peut-être souhaiter de bonnes vacances et un bon mois de juillet à nos auditeurs. Absolument, on va faire ça. Et du coup, je vous laisse sur les vacances avec des devoirs, parce que c'est important les devoirs l'été. Révisez, hein, n'oubliez pas votre cahier de vacances à la plage. Dans 50 ou dans 100 ans, les films seront-ils devenus des documentaires sur les faits divers qu'ils traitent? Et c'est ce qu'on verra au prochain épisode. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et écoutés. Bonnes vacances, bel été à vous, et puis bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Restez Ciao, ciné- ciao. Salut. Ciao. Salut.